Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir nous rejoindre pour cette conférence. Donc Muta est très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette conférence qui est exceptionnelle puisque c'est une première à La Réunion. Et on vous propose cette conférence dans le cadre de la semaine de la respiration, donc qui se poursuit encore jusqu'à samedi pour nous. Donc on respire en moyenne 22 000 fois par jour. Et entre respirer pour vivre, pour survivre, et respirer pour se faire du bien, eh bien, Muta a fait le choix justement de respirer pour s'épanouir. Ce qui était notre intuition il y a 5 ans est devenu une certitude aujourd'hui et confirmé par des médecins, des professionnels de santé, des scientifiques, des universitaires. Cette certitude que la respiration est un véritable pilier dans notre santé, dans notre bien-être et dans notre épanouissement. Ce soir, c'est l'autorité de la parole de Biljana Todorova, donc docteur en sciences, qu'on a choisi de vous proposer. Donc vous me direz, les neurosciences, la respiration, où est le lien? Eh ben, en fait, on verra ce soir qu'il y en a peut-être plus qu'on ne le pense. Et si on a choisi justement de solliciter la venue de Biljana ce soir, c'est qu'elle a cette faculté justement de rendre accessibles des principes qui peuvent être complexes, des choses qui peuvent paraître vraiment réservées à une élite. On parle de neuro-excellence, on se dit, bah voilà, l'excellence, c'est peut-être pas pour tout le monde. Et justement, ce soir, l'idée, c'est qu'elle va nous proposer plein de petites choses et une vision du monde, sa vision du monde qui va nous convaincre que justement, on y a tous droit à cette excellence. Donc, je vous prie d'accueillir Biljana Todorova avec nous ce soir. Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous ce soir. Vraiment, ça me touche. Je sais que vous avez eu des journées au travail ou avec d'autres occupations. J'ai vu le trafic à quel point il était chargé. Donc, beaucoup de gratitude pour chacun de vous d'être ici, d'avoir fait cet effort de nous rejoindre ce soir et d'avoir fait aussi cet effort de curiosité, d'aller savoir encore plus par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, comment on peut le maîtriser et se donner encore plus de chances de bien vivre nos vies et être plus épanouis. Moi, je vous invite, dès le démarrage, tout à l'heure, on discutait avec une des personnes et on parlait de l'intention, de la puissance de l'intention. Je vous invite tous à placer une intention, de trouver, si vous avez besoin de réponses, de trouver les réponses qui vous correspondent. Au cours de tout ce qui va se dire, les échanges, il y inclut les échanges après. Parce que vous allez vous rendre compte, on est beaucoup plus puissant que ce qu'on croit. Une petite intention, parfois, résout des problématiques qui traînent depuis des années. Et puis moi, je ferai de mon mieux pour vous apporter les neurosciences, cette passion qui m'anime, j'allais dire, qui m'allume, parce que des fois, j'arrive même pas à m'arrêter, mais cette passion qui m'anime tous les jours, je vais faire de mon mieux pour partager des outils que j'estime être simples et utiles pour chacun de nous. Et voilà, j'espère que ça va vous être utile aussi à vous. Bon, mais on s'assoit ou on reste debout? On peut, Tu veux. on peut s'asseoir. À mon avis, tu te lèveras dans pas longtemps, mais Possible, elle me connaît maintenant. alors, bah, pour démarrer, on va juste parler un petit peu de ton parcours. Donc, toi, ton parcours, c'est un parcours de scientifique, mais plutôt d'abord axé vers l'immunologie, la recherche contre le cancer. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux neurosciences et au cerveau en particulier? Je vais peut-être vous montrer une image à quoi ressemble ma vie aujourd'hui, parce que ma vie, elle a commencé de manière très classique. Je vois si je suis sur la bonne chose. Je pense qu'il faut peut-être cliquer sur une des slides. Ah non, j'étais dans la mauvaise direction. Ma vie, au démarrage, elle était tout à fait classique, conventionnelle. J'ai rejoint des laboratoires de recherche. Je voulais faire la science. Donc, il y a des articles scientifiques qui ont suivi. Mais il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait le plus, c'est la compréhension de ce qui se passe dans nos têtes. Cette passion ne vient pas de nulle part. Ça vient d'une douleur personnelle. Quand j'étais à l'Institut Pasteur, et même avant, je vivais une timidité extrême, une timidité maladive, mais depuis l'enfance. C'est juste qu'en arrivant en France, donc moi je suis d'origine bulgare, l'accent que vous entendez vient de là. En arrivant en France, ça a juste zoomé sur un problème qui était déjà là. Et cette timidité devenait de plus en plus dure et douloureuse à vivre au quotidien.
Et je me suis retrouvée au sein de l'Institut Pasteur. J'avais coché toutes les cases de la réussite, ce qu'on peut s'imaginer. Donc, pour un chercheur, être à l'Institut Pasteur, c'est génial. Une vie à Paris avec des gens autour de moi, mais à l'intérieur de moi, un profond vide. Et je passais les journées entourée des meilleurs scientifiques au monde, à réfléchir sur les questions les plus complexes, cancer, les allergies, le choc anaphylactique, le VIH. Mais le soir même, quand je partais à la boulangerie, il me fallait une préparation mentale, juste pour dire la phrase, une baguette s'il vous plaît. Vous imaginez, je restais devant la porte. Ça a l'air débile, hein, et c'était débile. Hein. Là, aujourd'hui, je le raconte parce qu'on a dépassé le problème. Mais à l'époque, je suis devant la porte et je me répète dans ma tête, une baguette s'il vous plaît, une baguette s'il vous plaît, une baguette, pour être sûr que la phrase va sortir. Une fois dedans, ben, vous imaginez, à Paris en tout cas, il y a les boulangères qui arrivent avec la baguette et elles qui disent, et avec ceci. Oh, là, c'était l'horreur de ma journée. Et donc, je pensais que mon cerveau était cassé et je pensais qu'il n'y avait pas de solution pour sortir de là. Je pensais que c'était génétique et que j'allais mourir comme ça. J'avais une trentaine d'années et je me disais, mais foutu pour foutu, j'en ai encore potentiellement le double de ça si je rentre dans les statistiques de longévité de vie. Je me disais, mais il va falloir que je vive comme ça. Et donc, heureusement, j'ai découvert les études sur le cerveau, j'ai découvert comment ça fonctionnait. Et j'ai découvert aussi que je n'étais pas obligée de rester avec ma timidité tout au long de ma vie. Et pour aller creuser la question, je n'ai pas seulement étudié le cerveau, mais je me suis dit, tiens, ben, qu'est-ce qui se passerait si je soumettais mon propre cerveau à des études cliniques? Je ne sais pas si vous connaissez la machine derrière. Ça s'appelle un IRM, ça étudie la structure, l'activation du cerveau. J'en ai fait des magnétoencéphalographies, là, c'est ce que vous voyez sur la gauche. J'en ai eu un peu des électrodes un peu partout sur mon corps, tout ça dans le but d'aller comprendre comment ça se fait que nous tous, nous avons le même cerveau, mais nous ne produisons pas les mêmes résultats et nous n'avons pas le même niveau de bonheur. Et c'est devenu une obsession pour moi d'aller creuser les outils et les principes qui nous aident à augmenter nos performances et être plus épanouis. Donc aujourd'hui, ma vie, elle ressemble plutôt à... Bon, j'ai fait des interviews. Une partie, c'était aussi des interviews à des scientifiques. Au milieu, vous voyez le prix Nobel professeur Françoise Barré-Sinoussi. Il y a d'autres scientifiques aussi que vous ne voyez pas sur les photos. Euh, et aujourd'hui, mon but étant de donner des conférences un peu partout dans le monde. C'est ce que je fais. L'ancienne timide, elle se retrouve sur scène. Et je vous montre ça pas pour dire regardez-moi. Je vous montre ça pour que vous puissiez vous dire c'est à l'intérieur de nous. C'est le cerveau de chacun est capable de faire ça. Un changement qui paraît drastique, un changement que je ne croyais pas possible, mais qu'aujourd'hui est devenu une réalité et c'est possible pour chacun de nous. Donc j'espère aussi que cet exemple, je ne l'ai fait pas seulement pour réaliser. Yana, pour cette petite tranche de vie. Alors, pour ce soir, le titre de la conférence, c'est Mieux comprendre son cerveau pour mieux vivre. Alors, est-ce que ça veut dire que si on ne le comprend pas, on est malheureux, on vit mal? Alors, il y a des statistiques qui, moi, m'ont choquée et que je tiens à vous montrer parce que des fois, on se dit, bon, peut-être qu'elle est passionnée par les neurosciences, elle veut juste nous convaincre qu'il faut travailler sur son cerveau. Mais il y a des statistiques aussi qui nous montrent une brutale réalité au quotidien. 1 sur 4, avant c'était 1 sur 5, j'ai actualisé mes chiffres. Là, aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Ce sont les personnes qui ont vécu ou qui vont vivre la dépression au cours de leur vie. C'est énorme. On a aussi 2,5 millions de personnes qui ont connu le burn-out ou qui sont sous risque de burn-out. Et 55 personnes des gens disent vivre le stress au travail quotidiennement. Ça montre bien qu'on ne sait pas se servir de nos cerveaux. Et cette brutale réalité, il vaut mieux la connaître, parce que si on ne la connaît pas, ben, on ne fait rien. Et l'inertie peut nous amener là, chacun de nous, sans que ça soit de notre faute. Donc c'est super important à connaître ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, ben, testons ça chez vous. Qui s'est déjà senti fatigué sans raison apparente? Qui a déjà vécu cette situation? On est fatigué, on ne sait pas pourquoi, et on est fatigué. Sur Internet, vous pouvez mettre je pense que vous avez des chats. Vous pouvez mettre dans le chat, comme ça vous êtes connectés les uns les autres. Ok, une autre question. Qui pense que son cerveau tourne parfois en boucle? On ne l'a pas demandé, mais il rumine. Il est spécialiste là-dedans. Ben voilà, ça, c'est des réalités de notre cerveau. Moi, souvent, je dis, pour moi, le cerveau, c'est un vrai trésor, mais si on le laisse fonctionner de manière automatique par défaut, il ne nous amène pas une super réalité. On a vraiment un travail à faire. Par contre, on peut rendre les choses vraiment très belles. Je crois que j'ai... Voilà, oh, oui, voilà. Avant de vous montrer ça, euh,
À votre avis, le bonheur, c'est un sentiment ou c'est une émotion? Déjà, je sais que la définition entre les deux, elle n'est pas trop claire, mais c'est essayer de voir des sentiments, exactement. Donc, la différence sentiment-émotion, c'est la durée. Sentiment, ça dure plus longtemps. Émotion, c'est plus court. Nous avons des émotions de base. Je ne sais pas si vous avez vu le film Vice Versa. Voyons qui a vu le film Vice Versa. Il y a quand même des gens qui l'ont vu. Il est très bien fait, il est basé sur des faits scientifiques, mais il est adapté aux enfants. Je vous invite, si vous avez des enfants, petits-enfants, vous pouvez leur montrer le film. Et donc, on a 4 ou 5 émotions de base. Ah, je vais dans le mauvais sens, désolé. Là, je vous ai mis les 4. La 5e, c'est la surprise. Et ma question pour vous, c'est, à votre avis, c'est quoi notre état d'émotion naturel, celui qu'on a de base, celui vers lequel on y va? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la colère? Ou est-ce que c'est la joie? Sur Internet, pareil, mettez dans le chat ce que vous pensez. Laquelle est notre émotion de base? Ici, vous pouvez le dire à haute voix, comme ça je vous entends. Du coup, j'entends pas ce qu'ils disent. J'ai entendu la joie. Oh, déjà, la bonne réponse, ça m'énerve, ça démarre déjà avec la bonne réponse, mais ils le savaient. La joie, c'est notre émotion de base. Et ça, c'est une bonne nouvelle plutôt. C'est pas la joie excitée de «Ah, j'ai gagné le loto». C'est la joie que vous voyez chez l'enfant quand ses besoins sont assouvis. Bah, il est dans un état d'émerveillement. Il veut savoir c'est quoi ce monde incroyable que je ne connais pas encore, je veux le découvrir. Donc voilà, la joie, c'est notre état de base. Et le bonheur, c'est quoi du coup? Ben, c'est le temps qu'on passe dans la joie. Et donc ça nous donne déjà une vérité parce que sachez que les gens qui se mettent à chercher le bonheur, souvent ils se coincent tout seuls parce qu'on part dans la recherche d'un bonheur absolu qui n'existe pas. Jamais 100% du temps on sera dans le bonheur, c'est pas le but. La vie veut qu'on grandisse, il y aura de la souffrance, elle est nécessaire. Par contre, le paramètre sur lequel on peut jouer, c'est d'augmenter la quantité de temps qu'on passe dans la joie et de diminuer le temps qu'on passe dans la souffrance. On peut jouer avec le temps. On ne peut pas enlever la souffrance, donc on n'est pas dans un monde bisounours où la souffrance n'existe plus. Au contraire, on comprend la souffrance, on l'accueille et surtout, on s'équipe avec des outils qui nous permettent de réduire le temps qu'on passe dans la douleur, la souffrance, là où je me sens perdu. Et on se donne, du coup, on libère du temps pour vivre notre émotion de base qui est la joie. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Déjà, on peut se dire, OK, de base, ça démarrait mal parce que le cerveau, il n'est pas très bien entraîné par automatisme et on verra encore plus de détails. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à tout instant, on peut jouer sur cette dimension temporelle et revenir à la joie. Voilà. Alors, pour parler du cerveau, je pense qu'on a tous entendu dire qu'on utilisait à peine 10% de notre cerveau. Alors, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui pense que les 10%, vous avez entendu parler des 10%? Oui. Qui a vu le film? Parce que le film, il a soutenu aussi cette connaissance. Lucie. Qui a vu le film Lucie? Après avoir vu le film, on se dit, il y a quoi dans ce sachet? Si je pouvais me procurer ça. Donc, dans le film, on voit Lucie qui démarre à 10% et qui finit à 100% de son cerveau. Alors, tout ça, c'est un neuromythe. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. On utilise tout le temps la totalité de notre cerveau. Par contre, il y a quand même une marge d'amélioration, il y a une marge de potentiel, il y a un vrai potentiel infini. Quand on dit un potentiel infini, c'est pas un truc qu'on invente. Ça s'appelle de la neuroplasticité. Vous avez entendu ce mot-là déjà, neuroplasticité, ça vous dit quelque chose? Grosso modo, c'est l'idée que notre cerveau est plastique et que tout au long de nos vies, on peut faire des changements, on peut faire des nouvelles connexions, on peut apprendre des nouvelles choses. Et vous savez, la réussite, en réalité, ce n'est que apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre. Tout ce qu'on peut apprendre, on peut le réussir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. En réalité, en théorie, je vais dire, pas en réalité, en théorie, nous sommes capables, tout est possible pour nos cerveaux. Je crois que j'ai la phrase, tout est possible. C'est une phrase de développement personnel qui peut être très jugée et je prends toute critique de cette phrase-là, mais la théorie, c'est qu'en réalité, tout est possible. Parce qu'à tout instant, nous pouvons apprendre, si on peut bien identifier de quoi on a besoin d'apprendre et qu'on a la bonne technique, la bonne stratégie de l'apprendre et qu'on a suffisamment de temps pour l'apprendre, en réalité, c'est possible pour notre cerveau. Maintenant, ce qui va nous limiter, est-ce qu'on a la bonne technique? Est-ce que, est-ce que je suis en train de répéter la même chose et que je me dis, mince, ça marche pas et du coup, je perds du temps? Et puis, donc, il y a la bonne technique de pouvoir s'améliorer à chaque fois. Et puis, il y a aussi la dimension temporelle. Ben, parfois, au cours de nos vies, ben, si on veut apprendre un métier qui demande beaucoup d'années d'apprentissage, temporellement, c'est pas possible, ou physiquement, notre corps peut nous limiter. Mais notre cerveau ne peut pas nous limiter. C'est vraiment la dimension temporelle et la dimension physique qui sont deux obstacles à tout est possible. Mais en réalité, voilà, ça, c'est des bonnes nouvelles. Maintenant,
il y a des paramètres à l'intérieur de nous qui sont intéressants à changer. Et j'aimerais commencer par voir à quel point vous connaissez vos cerveaux. Donc, j'ai transformé cette partie en mode quiz. Certaines ont vu les questions hier, donc vous pouvez tester à quel point vous vous souvenez les réponses. Et pour tout le monde, donc je vais vous poser la question. À chaque fois, vous allez pouvoir voter. Sur Internet, à chaque fois, vous allez pouvoir mettre dans le chat ABC ou le chiffre que vous pensez qui est vrai. Est-ce que vous êtes prêts? Première question. Donc, vous voyez la taille du cerveau, vous voyez la taille du corps. À votre avis, quel est le pourcentage que notre cerveau fait sur le poids total de notre corps? Ceux qui ont lu le livre aussi, ils ont peut-être accès à cette information. Est-ce que c'est 5%? Est-ce que c'est 2%? Ou est-ce que c'est 3%? Voyons vos réponses. Et sur Internet, pareil, essayez de deviner si peut-être qu'il y a certains qui le savent déjà. Qui va dire que c'est 5% du poids total? OK, il y a quelques personnes. Qui va dire que c'est 2%? OK, OK. Qui va dire que c'est 3%? Qui n'essaie pas de répondre? Est-ce qu'on peut applaudir le groupe qui a répondu 2%, s'il vous plaît? Et bravo sur Internet si vous avez trouvé la bonne réponse. 2% du corps. Donc vous imaginez un organe tout petit. Bon, tout petit, il est quand même très petit par rapport au reste du corps. Par contre, il va nous consommer 20% de notre énergie. C'est énorme, énorme. C'est l'organe le plus énergivore de notre corps. Sous-entendu, bah, c'est aussi le premier qui souffre quand on a une baisse d'énergie. Regardez comment ça marche. Imaginez, baisse d'énergie, fin de journée, ou bien vous venez juste de parler avec quelqu'un qui vous énerve, baisse d'énergie. À votre avis, est-ce que vous êtes plus créatif ou moins créatif? Est-ce que vous êtes plus concentré ou moins concentré? Mhm. Et à votre avis, est-ce que vous êtes plus gentil ou moins gentil? C'est bien de se rendre compte de ces choses-là. C'est rigolo, c'est toujours à cette réponse-là que les gens réagissent le plus. Je pense qu'on se reconnaît tous Ouais, là-dedans. bah, Et sachez que c'est pareil pour les autres. Donc, si vous voulez voir quelqu'un pour une conversation importante, n'y allez pas quand la personne elle est en baisse d'énergie. Elle va pas être gentille avec vous, elle va pas être ouverte. Pareil, si vous ne l'êtes pas, ne vous challengez pas à ce niveau-là, montez d'énergie et allez-y après. Le problème de cette question-là, c'est que l'énergie est centrale pour le cerveau et que beaucoup d'entre nous, pour dire peut-être tout le monde, parce qu'on n'a pas eu vraiment d'apprentissage là-dessus, on ne sait pas mobiliser de l'énergie de manière autonome. Pour la plupart des gens, ils attendent qu'il y ait un événement heureux, une bonne nouvelle, une promotion ou une nouvelle connaissance de quelqu'un pour augmenter leur énergie. Et le reste du temps, bah, il n'y en a pas. Et il faut se l'avouer, dans la vie, il n'y a pas énormément d'événements comme ça heureux qui viennent. Statistiquement, c'est pas ça qui prédomine. Donc, si on compte que sur ces événements-là, ben, on est souvent en baisse d'énergie et fatigué. Et le pire, c'est qu'on se dit, bah, tiens, si je vais me reposer, ça va revenir. Mais sachez que quand vous allez sur le canapé, le cerveau se dit, bah, canapé, pas besoin de beaucoup d'énergie pour être sur le canapé, et il baisse encore plus. Et vous rentrez dans un cercle vicieux dans lequel il y a de moins en moins d'énergie, et puis on devient de moins en moins gentil, de moins en moins focus, de moins en moins créatif. Et c'est horrible. C'est vraiment, vraiment horrible. Alors, faisons une petite stratégie pour monter l'énergie. Vous allez pouvoir voir, il y a des stratégies toutes simples. Et là, ce soir, on va tester une qui marche à tous les coups, que vous allez pouvoir faire aussi en dehors de cette assemblée. Sur Internet, ça risque d'être un peu compliqué pour vous, mais si vous avez des gens autour de vous, vous pouvez essayer aussi de faire ça. Donc, mon manque d'énergie. Euh, bon, ça, il y avait une petite phrase avant. On manque pas de temps, on manque d'énergie. Ça veut dire quoi? C'est que très souvent, quand on a une baisse d'énergie, on essaye de travailler sur un projet. Ça vous prend 3 heures, ça vous prend une journée, alors qu'en énergie haute, vous le faites en 15 minutes. Donc, très important de se rendre compte de ce principe-là. OK, moment d'énergie pour nous tous. Je vais vous demander de faire trois choses simples. Je vais regarder combien de doigts je vous montre parce que des fois, mon cerveau ici, il peut faire des blagues. Trois choses simples et à chaque fois, vous allez le faire. Déjà, je vous invite d'être un peu en mode chercheur. Vous voyez votre niveau d'énergie là et vous allez comparer avec votre niveau d'énergie après les trois choses. À chaque fois, je vais vous dire ce qui se passe dans mon cerveau quand on fait ça. Donc, première chose toute simple, vous allez faire un contact visuel, comme on vient de faire, là, 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 avec au moins 4 personnes autour de vous. Allez, c'est parti. Contact visuel. Voilà, je récupère un. Mhm. Voilà, sur Internet, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, voilà, ici, ça se passe bien. Bien, OK.
Santé, déjà, c'est un toute première chose, toute petite chose, mais déjà, votre cerveau vient d'activer le cortex préfrontal pour signaler à l'autre que vous êtes prêt pour l'interaction sociale. Déjà, ça, pour notre cerveau, c'est une source d'énergie. Je vous invite à le tester en sortant du travail, vous êtes fatigué en fin de journée, vous marchez et vous essayez d'avoir des contacts visuels avec des inconnus. Je vous garantis, vous allez avoir de l'énergie. Je vous garantis pas que ça va être facile. Et si vous voulez vous challenger, allez-y à Paris, c'est le niveau. OK. Continuons. Deuxième chose que vous allez faire, contact, cette fois-ci avec le sourire. Voilà. Et vous récupérez le sourire d'en face. Parti pour 4 personnes en face de vous. Attention, regarde, on ne drague pas les voisins. OK, donc ce qui vient de se passer chez vous, c'est un sourire, c'est du faux sourire, on est d'accord. Il y a rien de drôle. Par contre, votre cerveau ne le sait pas. Il voit le geste physiologique et il se dit, bon, bah, ça ressemble à de la joie, je vais produire de la dopamine. Et puis, vous avez produit dans votre corps, mais aussi l'autre vous imite naturellement. Et donc, vous lui avez fait de produire de la dopamine aussi de manière gratuite et légale. Sinon, c'est cher. La dopamine, c'est la molécule de la joie, ça fait du bien. Et ça part d'un sourire aussi simple et aussi d'un sourire qui est faux. Ça marche aussi. Il y a plein d'études sur ça. Hier, je vous racontais l'étude sur les rats. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'étude. Si demain, bon, ce soir, par exemple, vous regardez un film, sachez que si vous mettez un crayon dans la bouche, juste le crayon, et qui fait un faux sourire sur vous, est-ce que ça va faire ça? Rien que ça, si vous regardez le film avec ou sans le crayon, vous allez constater que le film est plus drôle à la fin. C'est le même film, hein. C'est ça qu'ils ont fait chez des participants. Et à la fin, ben, on apprécie plus le film si on a le crayon. Donc si on pouvait avoir le crayon tout au long de la journée, c'est peut-être un outil, un outil simple. Ok, dernière chose qu'on va faire, et ça va faire un peu du chaos dans la pièce. Je vais vous demander d'aller vers quelqu'un, vous mettez le bras comme ça et vous faites high five et vous donnez plein d'énergie comme Diane vient de le faire avec moi, ça fait du bien. C'est parti, 4 connexions comme ça autour de la salle, vous pouvez bouger et high five. On va faire un faux high five sur les caméras. Un high five par là. Super. Ok. Alors, pareil, high five, c'est un geste de la victoire. Votre cerveau ne sait pas si vous avez réussi quelque chose. Il se dit un geste. On va faire avec la chimie de la victoire maintenant. Et donc, votre corps vient de produire la biochimie qui va avec le geste. Regardez maintenant, comparez par rapport à tout à l'heure et dites-moi qui ressent plus d'énergie maintenant qu'au début de l'exercice. Soyez sincère, qui ressent plus. Voilà. Vous voyez des choses aussi simples que ça, c'est une source d'énergie. La chose la plus difficile, c'est d'y penser et de se dire, je veux produire de l'énergie pour moi-même. Ça, c'est le plus dur, hein, parce qu'on est tous un peu en mode, je veux recevoir de l'énergie de quelque part. Donc ça, il faut se l'avouer et commencer à être source d'énergie. Et sachez que quand vous devenez source d'énergie, vous êtes apprécié dans les réunions, vous êtes apprécié dans les groupes d'amis, bref, ça joue partout. Et en plus, ça, vous êtes plus créatif, plus sympa, etc. OK. Qu'est-ce qu'on a la suite? Donc ça, c'est super important aussi quand vous êtes au travail de vous dire, qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui me prend de l'énergie? Si vous savez identifier ces deux vont vous arriver tout le temps, on ne cherche pas à les éviter. Par contre, on les gère différemment. Si j'ai un collègue qui me prend de l'énergie, je ne vais pas aller le voir quand je suis en énergie basse. Je vais aller faire quelque chose qui me donne de l'énergie avant d'aller le voir. Et je vais limiter le temps que je passe avec lui ou elle. C'est les seules choses que je peux gérer. Je ne peux pas tuer les gens pas gentils et pas sympas du monde, malheureusement, ou heureusement. Mais en tous les cas, je peux gérer ça d'une manière qui me permet de rester dans l'énergie quand j'en ai besoin. OK. Deuxième question pour vous tous. On est tous biaisés. À votre avis, vers quoi? Négativité, positivité ou réponse C? Je ne sais pas si vous la voyez au fond. Mon cerveau n'aime pas ta question. Pareil, sur Internet, vous mettez dans le chat. Et ici, on va faire le vote. Qui pense qu'on est biaisé vers la négativité, naturellement? Mhm. Je pense qu'on est un peu unanime. Positivité, voyons s'il y a quelques optimistes. Oui, il y a toujours. Qui veut dire les réponses C? Oui, moi aussi. Merci pour l'authenticité là-bas.
Ben pareil, mon cerveau, il n'aime pas quand je vous dévoile cette vérité, réalité intime de nous. 60 à 70% de nos pensées sont négatives. Et ça s'explique. C'est pas de notre faute. On n'est pas venu en mode je veux des pensées négatives. On est venu en mode survivant. C'est-à-dire qu'on est tous des descendants de ceux qui ont survécu. Ceux qui étaient trop positifs dans la nature sauvage et qui ne cherchaient pas le danger, et qui ne cherchaient pas les problèmes, mais ils sont pas survécu. Ils sont pas parmi nous. Ils n'ont pas de descendance aujourd'hui. Nous sommes tous issus d'une lignée de survivants et qui avaient besoin de la négativité pour survivre. Donc, si notre cerveau aujourd'hui est négatif, ce n'est pas de notre faute. Mais si en partant de ce monde, il est encore négatif, c'est qu'on n'a pas assez travaillé. Et sachez que nos enfants recopient sur nous, il vient comme une page blanche et donc on se perpétue des schémas de pensée. Voilà. Voilà, Timothy Bono nous dit, nous avons hérité des gènes qui nous prédisposent à accorder une attention particulière aux aspects négatifs de notre environnement. Alors, comment gérer cette négativité? Il y a plein d'approches différentes, mais l'approche que j'aime le plus, c'est de biaiser notre pensée. C'est-à-dire qu'elle, naturellement, en fin de journée, elle va voir facilement où sont les problèmes. Et nous, on doit lui poser la question différemment. Au lieu, à la fin de la journée, de se dire, mais comment ça va? Ce qui va amener plein de réponses, qui inclut les négatifs, les réponses pas jolies. On va se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai le plus adoré dans cette journée? Qu'est-ce que j'ai le plus adoré dans cette semaine? Bah, je vous invite qu'on teste cette question pour voir si elle marche sur vous, parce que ça se trouve, vous faites des exceptions. Et vous allez faire avec le voisin, vous allez répondre à la question, mais qu'est-ce que tu as le plus apprécié aujourd'hui? Et sachez qu'il n'y a pas besoin de grandes réponses, hein. Si c'est le brownie que vous avez mangé à midi, c'est très bien. Ah, mais là, il y en a certains qui l'ont fait. Allez, c'est parti, 2 petites minutes. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé au cours de cette journée? Ça va? Sur Internet, pareil, vous pouvez mettre dans le chat. Bon, il semblerait que ça crée de l'animation en tout cas. Ah, oui, oui, oui. Ça crée une belle énergie, hein? OK. Sentez déjà si ça vous a fait du bien. Si ça marche, bah, gardez-le. Voilà. Et pareil, vous pouvez biaiser les gens. Vous êtes autorisé à biaiser les gens autour de vous. En arrivant avec des questions, vous n'arrivez plus avec le ça va. Dites, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette réunion? Qu'est-ce que tu as le plus aimé de nos vacances? Qu'est-ce que tu as le plus aimé de la journée? Vous jouez avec les gens, comme ça vous allez voir, vous allez transformer des cerveaux autour de vous. Ça marche très très bien. Donc parfois, ce qui fatigue le plus le cerveau, parfois, c'est pas la charge mentale, mais c'est le manque de reconnaissance, le manque d'appréciation. Ça, c'est un vrai fléau parce que du coup, on tombe dans notre négativité et on se fatigue tout seul parfois dans nos têtes. Moi, je vous propose qu'on fasse une vague d'appréciation très facile. Vous allez voir, ça marche à tous les coups, que ça soit du vrai, du faux, pas important. Une petite phrase à dire à votre voisin ou à votre voisine. Vous allez vous retourner et d'abord, il y en a un qui le dit à l'autre et après l'autre qui le dit au premier. Vous allez dire, tu es formidable et ne l'oublie pas. Allez, c'est parti. Vous vous retournez vers le voisin. Tu es formidable et tu l'oublies pas. Et tu es formidable et tu l'oublies pas. C'est vrai? C'est vrai. Merci, c'est gentil. En tout cas, c'est yes. Ah, sur Internet, si vous avez personne actuellement à côté de vous, gardez la phrase et vous la dites plus tard dans la journée. Vous leur dites, tu es formidable et surtout ne l'oublie pas. On peut faire dans le miroir aussi. Ça marche aussi. Super. OK. Dernière question pour voir si vous connaissez votre cerveau. Vous êtes avec moi? Alors, vous savez tous qu'il y a une partie consciente et une partie inconsciente, ou pas? Si? OK, super. Laquelle est plus grande des deux? L'inconscient ou le conscient?
L'inconscient, OK. À votre avis, c'est quoi les pourcentages entre ces deux parties? Voilà, OK, on va sauter ça. C'est quoi les pourcentages entre ces deux parties-là? Est-ce que c'est 15,85? Est-ce que c'est 10,90? Ou est-ce que c'est 5,95? Réfléchissez un petit peu et on va faire les votes. Alors, qui pense que c'est 15,85? OK. Qui pense que c'est 10,90? OK, à peu près le même nombre, hein. Mhm. Qui pense que c'est la réponse C, 5,95? Super. Est-ce qu'on peut applaudir le groupe C avec 5,95? Bravo à vous, connaisseurs du cerveau. Je vous laisse un petit peu absorber ça parce que c'est une information très importante sur nous. 5% de conscient, 95% d'inconscient. Ça veut dire que quand je dis je me connais, voilà, je peux vouloir croire, mais je parle de 5% de moi. 95% de nos actions et de nos décisions sont inconscientes. Chez nous, chez les autres aussi. Moi, des fois, j'aime bien le rappeler pour se dire, il n'y a pas de bonnes et mauvaises personnes. Il y a des personnes inconscientes et des personnes conscientes. Donc, déjà, on a une marge de manœuvre pour s'améliorer sur ce point-là. Et puis, un peu de... Et puis, pour moi, c'est un point d'humilité incroyable pour se dire, en fait, j'en sais rien. Des fois, on essaie, vous voyez, surtout quand on est émotionnel, on essaye de montrer qu'on sait pourquoi ça se produit. C'est surtout de la faute de l'autre. Et on sait que c'est de sa faute. Mais en fait, très souvent, on ne sait pas. Déjà, on ne sait pas, même quand on est émotionnel, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Si on creuse à l'intérieur, il y a une vraie histoire derrière qui est importante pour nous. Mais si on reste en surface en disant, mais c'est parce que tu m'as dit ça, il faut pas que tu me parles comme ça, mais on va jamais résoudre ce qu'il y a derrière les paroles. Donc ça déjà, humilité. Et deuxième chose, ben, imaginez, il y a des gens qui conduisent des voitures ici, qui ont leur permis, allez, disons, hein, qui ont leur permis, toi aussi. Est-ce que vous savez quel est l'angle mort dans une voiture classique? À peu près. Quel pourcentage du champ visuel, c'est l'angle mort? Vous avez une idée? On est plutôt à entre 15 et 20% d'angle mort. Donc la partie rouge, là, c'est l'angle mort dans une voiture classique. Là, notre cerveau, il est à 95% d'angle mort. Imaginez demain, vous conduisez une voiture comme ça. Ah ouais, Donc en fait, quand je dis je sais pas à chaque fois qu'on me pose une question, c'est c'est la bonne normal. réponse. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Déjà, ça permet d'aller plus en profondeur et d'aller vraiment chercher les vraies choses. 95% d'angle mort. Donc voilà, soyons humbles et on est très inconscient de ce qu'on vit, de ce qui se passe. Notre but étant d'augmenter constamment cette capacité de comprendre ce qui se joue pour nous. Et pour ça, moi, je trouve que c'est surtout en faisant appel aux gens autour de nous que très souvent on aura des réponses. Les gens autour de nous, ce sont les rétroviseurs qui nous permettent de mieux savoir ce qui se passe. Donc, moi, j'aime beaucoup résoudre l'inconscient dans les relations, dans une relation de confiance, pas avec tout le monde, hein. Des fois, il y a des gens avec qui ça ne peut pas faire un miroir. Ça fait un miroir déformé qui vous dit non, mais c'est toi le problème. Donc, on choisit bien les gens qui font nos miroirs, mais c'est souvent en passant par là qu'on arrive à monter en conscience. Donc, humilité pour avancer, pour pouvoir poser la question, parce que c'est très difficile d'aller dire à l'autre, se dire, mais comment je peux m'améliorer dans une équipe ou dans une famille ou dans une relation de couple, de dire, mais qu'est-ce que je pourrais mieux faire pour que ça marche mieux pour nous, pour toi, etc. Donc, ça, c'est des vraies questions à utiliser. Et plus je gagne en conscience, plus je gagne en confiance. Donc là, c'est vraiment, la confiance vient de cette clarté, de savoir ce qui se passe en moi. Ben, je pense qu'on a fait le tour sur le cerveau. D'accord. Bah alors tu parles du cerveau, mais depuis tout à l'heure, on a l'impression qu'on parle de quelqu'un. Hmm. Et en plus, j'ai cru lire que c'était un grand fainéant. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Exactement. Ben, vous avez vu l'énergie, la consommation d'énergie, elle est énorme chez nous. C'est-à-dire que naturellement, on ira puiser, quand on est en énergie basse, ben, on ira se reposer et puis on cherchera à faire le moindre effort. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui et tous les outils que vous allez voir, votre cerveau ne voudra pas les faire naturellement. Et c'est très important aussi de veiller que votre cerveau ne vous met pas dans un piège qui est supplémentaire. On vient dans une conférence et notre cerveau cherche une seule chose, confirmer qu'il sait déjà. Parce que l'apprentissage, ça coûte de l'énergie, il ne va pas faire cet effort. Et donc, en venant avec cet objectif-là, vous allez repartir en vous disant, mais ça, je connais déjà, je connaissais déjà. Quand ça vous arrive, hein, sachez que ce n'est pas la conférence, c'est votre cerveau qui a fait ça. Parce qu'à tout instant, dans toute interaction, dans tout échange, on peut découvrir des choses de nous.
Mais pour ça, il faut se mettre dans la bon état d'esprit et de veiller que notre cerveau ne nous enferme pas dans le je sais déjà. Moi, je le savais. Et en plus, ça, je sais plus que toi. Bon, c'est des mécanismes, ça existe à l'intérieur de chacun de nous. Moi, quand ça s'active chez moi, je veille dessus. Je me dis, qu'est-ce que tu n'as pas vu et que tu te fais croire que tu as vu? Et donc, je le remets en mode apprentissage. Donc, se mettre en mode apprentissage, c'est une volonté, c'est un effort aussi, c'est de l'énergie. Il faut apprendre à le faire. Ok. Alors, on t'a compilé en fait toutes tes études, tu as fait plus de 100 études dans un ouvrage qui s'appelle La neuroexcellence. Et est-ce que tu peux nous parler justement des principaux piliers de cette neuroexcellence? Comment est-ce qu'on y arrive? Et puis, il me semble qu'il y a justement différents types d'interactions qui fondent cette capacité à aller vers le meilleur de nous-mêmes. On dirait que tu as lu mon livre. Ah bah, Ok, la neuroexcellence, c'est un mot que j'ai inventé, mais plus je l'utilise, plus je me dis c'est vraiment ce dont on a besoin. Comment on peut le définir? Déjà, l'excellence, si on cherche dans les vocabulaires, l'excellence, c'est l'attitude, c'est une attitude d'amélioration constante. L'excellence n'est pas performer hors norme, mais l'excellence, c'est l'attitude qui nous permet d'aller vers une performance hors norme. Je ne sais pas si vous voyez la différence. L'excellence n'est pas la destination, c'est pas le résultat hors norme, c'est l'attitude qui nous permet d'être constamment en train de chercher comment produire ce résultat. C'est vraiment, et ça se passe tout au long de nos vies, c'est vraiment une attitude qui nous permet de rester au top de nous. Pour moi, la neuroexcellence, c'est quand constamment on veille sur nos schémas de survie, les schémas de survie que vous avez vus tout à l'heure, basse énergie, peu de conscience, négativité. Et c'est cette attitude qui nous permet constamment de se capter quand on est tombé dans ce piège de survivant et de trouver les outils qui nous permettent de sortir. Si vous voulez, votre cerveau, ne le voyez pas comme vous. Vous n'êtes pas votre cerveau, on n'est pas nos cerveaux, on n'est pas nos pensées. Nous sommes la personne qui les observe. Donc, on est le chef du système. Donc, on n'a pas besoin de croire toutes nos pensées, on a besoin de les voir pour décider, j'y vais ou j'y vais pas dans cette direction-là et de aider notre cerveau à mieux performer pour nous. Donc, c'est vraiment cette attitude-là. Euh, la neuroexcellence, c'est aussi apprendre à mobiliser des ressources. Parce que dès qu'on apprend à sortir de nos schémas de survie, il y a plein de choses qui deviennent possibles, notamment des choses qu'on a laissé traîner pendant des années, on n'a pas fait, et d'un coup, on se dit, c'est possible, j'y vais, j'ose passer à l'action. Mais passer à l'action, c'est aussi, il y a des échecs là. Il y a des échecs, il y a des souffrances. Ça amplifie le nombre d'échecs dès qu'on passe à l'action. Et donc, la deuxième attitude, c'est je prends à mobiliser des ressources pour que face à cette souffrance, je diminue le temps de souffrance et je sors plus vite du problème. Si on cherche, j'aime beaucoup la définition du CNRTL, Centre national des ressources textuelles et lexicales. Bon, scientifique, nous, on aime bien les choses un peu complexes. Euh, Ils disent l'excellence, c'est le caractère de la chose ou de la personne qui correspond presque parfaitement à la représentation idéale de sa nature. Je le refais parce que les ouais, phrases c'est sont pas simple, hein. compliquées, hein. Donc, c'est le caractère ou la chose de la personne ou la personne qui correspond presque parfaitement à la représentation idéale de sa nature. Presque parfaitement, hein. C'est pas la perfection, c'est on tend vers la perfection de notre nature. Donc, l'excellence, c'est cette attitude qui nous permet d'honorer la nature qui est à l'intérieur de nous. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la définition que j'aime le plus. Donc, viser l'excellence, c'est honorer notre nature. Et quel est le frein de ça? C'est souvent le manque de courage. Sans courage, il y a plein de choses qui en bloquent. Et du coup, on n'est pas dans cette attitude d'amélioration constante. On est dans une attitude de protection et de survie. Et moi, j'aimerais vous poser la question là ce soir et que vous vous la posiez dans votre tête. Si vous aviez une dose de plus de courage, ou allez, 2 fois plus de courage que vous avez actuellement, qu'est-ce que vous feriez différemment? Et regardez dans quel domaine de votre vie ça part. Pour certains, c'est dans le côté personnel, pour d'autres, c'est côté professionnel. Donc, 2 fois plus de courage, vous feriez quoi différemment? Je vous laisse penser là-dessus. Vous pouvez vous la reposer aussi à la fin de la soirée, demain. Pour moi, dans la neuroexcellence, il y a 3 piliers. C'est ce que vous allez trouver dans mon livre si vous le lisez. Je ne sais pas s'il va être importé à la réunion, mais en tout cas, Alors, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. d'accord, super. Je développe vraiment les 3 piliers pour moi de neuroexcellence. Désolée pour les images, ça vient de ChatGPT, c'est un peu connoté spirituel, mais pour moi, c'est vraiment, les choses sont très scientifiques. Et il y a des philosophes aussi qui partent dans la même réflexion. Donc pour moi, il y a vraiment 3 piliers de neuroexcellence. C'est 3 niveaux de confiance, on peut les appeler 3 niveaux de confiance, qui nous aident à maintenir cette attitude constamment. Le premier niveau, c'est moi et moi-même.
Donc, confiance en moi, tout simple. Je fais confiance à mes ressources. Celle-ci, elle n'est pas activée par défaut. Il faut qu'on apprenne à voir nos ressources et savoir comment les activer. Donc, c'est vraiment dans une situation difficile, est-ce que je sais faire appel à mes ressources et activer ce niveau de confiance? Parfois, on a l'impression que c'est la confiance la plus élevée. Pour moi, c'est le niveau de base qu'on doit apprendre à activer. Un niveau de confiance plus élevé, c'est la confiance en les autres. C'est-à-dire, je suis dans une situation, je n'ai pas de ressources, je sais que je ne suis pas préparée, je ne suis pas formée, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je sais aller chercher des ressources autour de moi, chez les gens? Donc, est-ce que je sais créer des relations qui me permettent d'aller puiser chez les autres? Parce qu'eux, ils auront des ressources plus que moi, toujours. Et puis, le niveau le plus élevé, c'est ni moi, j'ai les ressources, ni les gens autour de moi, mon équipe, ma famille ont les ressources. Est-ce que je sais aller chercher des ressources en quelque chose de plus grand que moi? Là, peu importe comment on l'appelle. Là, pour les gens qui sont dans une religion, il y a de la terminologie qui va avec. Pour certains, c'est le mot vie. Pour d'autres, c'est l'intelligence collective. Peu importe, mais quelque chose de plus grand que moi. Est-ce que je sais faire confiance à plus grand que moi quand ça va pas pour moi, ça va pas pour les autres? Tout est incertain, tout stress, je ne peux pas me projeter. Est-ce que je sais lâcher prise et me dire, il y a plus grand que moi qui gère? Donc ça, c'est le niveau le plus élevé. Pour moi, celui-ci, et là, on aura de plus en plus besoin, puisque l'intelligence artificielle, les projections dans le futur deviennent difficiles. Et donc, il va falloir qu'on arrive à s'appuyer sur quelque chose où on se sécurise quand il n'y a pas de sécurité évidente. Donc voilà, ça passe par ce niveau-là. Alors, donc, je ne sais pas si tu explores un peu plus justement ces aspects-là de moi avec moi, de confiance en les autres. Dans la confiance en les autres, moi, j'ai un peu retrouvé les rétroviseurs de tout à l'heure, peut-être. Oui, oui, On oui. est là-dessus. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu poses sur ces sujets-là? Mais typiquement dans une situation difficile. Ok, donc là, on va peut-être faire le lien avec la respiration aussi. On peut, on peut. Ok. Je regarde. Oui, si, Parce si. que là, moi, j'ai perdu le fil, je t'avoue. Donc, c'est pour ça, je suis en Ça veut dire difficulté. qu'elle est très présente, hein. Exactement. Donc, on va partir sur le premier niveau de confiance, c'est moi et moi-même. Qu'est-ce que je fais dans une situation difficile face à moi-même? Une situation difficile, c'est quoi? C'est parfois, c'est comme un casse-tête. Alors, un laboratoire, typiquement, si on veut vous mettre en difficulté, on va vous demander de choisir où est-ce qu'il y a plus de points. On démarre par le niveau facile. Où est-ce qu'il y a plus de points ici? C'est du côté bleu ou côté jaune? Bleu, c'est facile. Deuxième niveau, où est-ce qu'il y a plus de points? Bleu ou jaune? Bleu. Et ben là, on arrive sur ce niveau-là. Très souvent, dans une étude, on nous met à ce niveau-là. Bon, ouais, je sais pas, même moi, je l'ai fait, je sais pas. Si vous voulez le compter, là, je vois qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment focus, ils veulent donner la bonne réponse. Typiquement, une situation difficile dans la vie, c'est ça. Ça ressemble à ça. On cherche à donner la bonne réponse, la bonne décision. On se torture, on se dit, mais si je me trompe. Et là, si vous vous trompez, vous ne sortez pas de la salle. Euh, et moi, je voulais vous partager, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. Je voulais vous partager ce que j'ai vécu dans une étude clinique. C'était moi-même la cobaye. Euh, oh non, ça ne va pas regarder. Ça non plus. Alors, dans une étude, c'est la méthode que je vais montrer. Je suis dans une étude clinique. On est à l'ICM à Paris. L'ICM, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle, à l'hôpital Saint-Pétrière. J'arrive ce matin et donc on me met des électrodes un peu partout comme ça. Je crois qu'il y avait sur le ventre aussi, il me semble. Et puis je suis connectée à cette machine-là qui va regarder comment mon cerveau s'active. Et puis il me met devant un casse-tête. Je suis devant un écran, il y a un truc super difficile. Moi, j'aime pas les casse-têtes. Alors tout de suite, j'essaye de résoudre, mais comme ça n'a pas marché du premier, deuxième et troisième coup, là je me dis non mais il me laisse 10 minutes, mais moi je sais que les 8 minutes qui me restent, il n'y a rien qui va se produire de toute manière. Mais je continue à faire semblant. Bon, je trouve pas la réponse. Là, il y a la chercheuse qui arrive et qui me dit bon, ben, c'est bien, maintenant, allongez-vous sur le lit. Et c'est là où je me rends compte qu'il y avait un lit dans la même pièce. Je me dis mais allongez-vous sur le lit. Elle me demande de dormir. Bon, 10 minutes de sieste, c'est pas dans un hôpital, on ne dort pas vraiment, mais on ferme les yeux, on est allongé. Et puis, au bout de 10 minutes, elle revient avec le casse-tête. Et ensuite, 10 minutes de sieste, 10 minutes de casse-tête, 10 minutes de sieste, 10 minutes de casse-tête. Et puis, moi, à un moment donné, c'est au moment où je m'entendais vraiment pas. Je suis devant le casse-tête, la réponse qui apparaît en mode Eureka. Je me dis, mais comment c'est possible ça? J'étais là, je me dis, ah, je suis intelligente.
Bon, en réalité, la réponse est dans nos mécanismes de pensée que j'ai su activer, en tout cas, ils m'ont fait activer parce que je ne le connaissais pas avant, mais il y a un mécanisme qu'ils ont étudié qui nous permet d'augmenter notre créativité dont on a le plus besoin quand on est dans des situations difficiles. Et donc, il y a l'article qui est sorti 2021, l'article est sorti, et la conclusion de l'article, c'est que les logiques, alors je sais le mot est compliqué, je vais vous dire ce que c'est, permet l'accès à des idées, des intuitions et des solutions créatives. Hypnagogique, bon, pour ceux qui ont entendu hypnose, bon, on est un peu sur les mêmes états. Méditation, on est sur les mêmes états. Mais pour se balader dans la nature, c'est le même état aussi. Ne pensez pas que c'est un état pour les gourous, les maîtres tibétains. Non, non, non. Chacun de vous le vit déjà le soir quand vous couchez. Ce soir, vous allez vous coucher. Les quelques premières minutes, vous fermez les yeux avant de vous. Alors, quelques techniques ou quelques exemples de comment ça s'active, comme ça vous allez voir ce qui marche plus pour vous. Sachez qu'à chaque fois, vous trouvez votre outil, vous ne cherchez pas à tout faire, il y a des choses qui ne vont pas marcher avec vous et c'est OK. Donc, méditation, voyons s'il y a des gens qui méditent ici. Moi, je suis toujours curieuse. OK, super. Oh, pas mal, pas mal. La dernière fois où j'ai posé la question, il n'y a qu'un seul bras qui s'était levé. Donc, super. Micro-sieste, guidée ou pas, hein, mais micro-sieste, ça aide. Respiration profonde. On y est. Cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, vous connaissez ou pas? Oui. Pareil, vous pouvez taper sur YouTube, il y a des vidéos gratuites, vous pouvez faire les exercices de respiration. Écriture automatique, ça marche pour certains. Vous laissez écrire ce qui sort. Introspection sur une question. Ou bien optimiser le timing. Cet état, il est naturellement activé au réveil, avant de dormir ou après une séance de sport. Donc voilà, il est accessible. Et il me semble que j'avais quelque chose sur la méditation. C'est une étude que j'ai beaucoup aimée parce que très souvent on se dit, ah, la méditation, compliqué, j'y arrive pas. Il suffit de 13 minutes par jour. Vous mettez un chrono, vous fermez les yeux 13 minutes par jour pendant 8 semaines et vous allez avoir des améliorations de l'humeur, de l'attention, de la mémoire, une régulation émotionnelle et vous allez réduire le stress. Donc c'est aussi simple que ça. Ça demande juste fermer les yeux et notre cerveau se met dans un état différent. Je crois que j'avais une vidéo. Ah oui, voilà. On n'a pas testé si elle marche. Non, Ben, elle marche. elle fonctionne. Donc là, c'est ma tête, c'est les électrodes sur ma tête. Chaque ligne, c'est un électrode. Là, je me mets à parler et vous voyez les ondes bêta. Vous voyez? Et là, je vais fermer les yeux dans un instant et vous allez voir comment ça change. Voilà, ce sont les ondes alpha. Pas besoin de méditer, juste les yeux ouverts parler. Là, mon cerveau, il est en mode bêta. Vous êtes plus en mode relaxé, donc vous êtes plus proche de alpha, là, aujourd'hui, là, actuellement. Pour ceux qui sont vraiment détendus, vous êtes entre alpha et je crois que c'est les θ, celle du sommeil. Donc voilà, c'est des ondes qui se produisent naturellement chez nous. Et l'outil que je voulais vous proposer, notamment face à des casse-têtes de la vie, des situations difficiles de la vie, l'outil, ça a été quelque chose utilisé par Henri Poincaré, le mathématicien. Donc, il faisait sa réflexion devant les équations difficiles d'un maths. Il faisait sa réflexion en 3 étapes. Première étape, je me mets à rassembler des informations qui vont pouvoir m'aider à résoudre l'équation. Donc, pareil, quand vous êtes face à un casse-tête de la vie, commencez par collecter les informations. Par contre, dans cette phase-là, ne cherchez pas à résoudre le problème. On est vraiment dans un état de collecte. Questionnez les gens, vous questionnez les équipes, vous questionnez les médias. Vous êtes dans le côté, je collecte de l'information, pour l'instant, je ne décide pas, mais je ne réfléchis pas. Deuxième étape, se relaxer. Donc, soit vous utilisez une technique. Moi aujourd'hui, mon cerveau, il est très apte, donc il suffit que je ferme les yeux rapidement et il rentre dans cet état-là. Mais au démarrage, vous avez besoin d'un peu plus d'espace peut-être pour cet état. Aller se balader, prendre une douche, faire vraiment lâcher la tête. Dans cette étape-là, je ne veux pas réfléchir non plus. Je veux que mon cerveau se mette en mode alpha pour que mon inconscient puisse ramener la réponse à moi. C'est la magie de l'état Eureka qui nous appartient à nous tous et qu'on peut lui créer les bonnes conditions pour qu'il vienne avec Eureka, je vais faire ça. Moi, typiquement, ça fait, je crois, 5, 6 ans peut-être que je médite. Là, aujourd'hui, quand j'ai un casse-tête de la vie, ben, je regarde, je me dis, pour l'instant, je comprends rien, c'est OK.
Donc ça, il faut gérer, hein, parce que souvent, on veut résoudre tout de suite. Donc, je comprends, ouais, c'est OK, je ferme les yeux, je me mets à méditer, je mets l'intention, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez l'intention de trouver la réponse, et j'attends. Et j'attends que la lettre vienne de mon inconscient qui remonte à ma conscience. Et ce n'est que dans la troisième étape, je vais me laisser ressentir. Le ressentir, c'est parce que notre inconscient parle avec des ressentis. De ressentir ce qui est juste pour moi. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais une bonne réponse. Il y a une réponse qui est juste pour vous à ce moment donné. Et donc, je me laisse ressentir c'est quoi le chemin qui est le plus apte pour moi et vers quoi je veux aller. La deuxième étape, vous pouvez la faire aussi en mode une nuit de sommeil. Ça, c'est très propice. Vous collectez de l'information. Vous vous couchez le soir. On ne pense pas pour l'instant. Le lendemain matin, je me lève et je dis, où est-ce que j'en suis avec ça? Est-ce que j'ai plus d'idées par rapport à la problématique qui était là? Alors, notamment en ligne, il me semble qu'on a pas mal d'étudiants en prépa, parce que je sais que les lycées ont bien joué le jeu dans la diffusion auprès de leurs élèves. Donc, pour ceux qui préparent leurs examens bientôt, pensez-y. Mhm, mhm, mhm. Super. Donc ça, c'est génial. Et en plus de ça, on a de plus en plus d'études qui montrent qu'apprendre l'anglais sous hypnose, ou en tout cas sous état hypnagogique, plutôt parce qu'on ne va pas rentrer dans des hypnoses profondes, apprendre l'anglais sous cet état-là, c'est beaucoup plus facile. Ça aide. C'est pas magique, mais c'est plus facile. Alors, un élément super important quand on est face à des situations difficiles, là, on se trompe tous, parce que, si vous voulez, ce mécanisme, il est accessible à nous tous à tout instant. Maintenant, face à une situation difficile, on n'est pas neutre. Souvent, il y a de l'émotionnel. On se dit, ah mince, ça ne devait pas m'arriver, mais pourquoi machin. Et quand on est accroché, donc on est attaché à la situation, ce truc-là, il marche moins bien. Vous allez avoir des réponses, mais souvent, c'est des réponses biaisées par votre émotionnel qui veut voilà, aller à droite ou à gauche. Pour aller vraiment dans l'intuition, il faut neutraliser cette charge de ah, mais c'est pas bien ce qui m'arrive. Donc, souvent, nous tous, on passe par le truc, c'est pas bien ce qui m'arrive, je sais pas. Ou bien, pour ceux qui sont plus avancés, ils sentent qu'ils sont attachés, ils n'arrivent pas à détacher. Alors, pour sortir de là, moi, je vous propose juste d'émettre une suggestion, un peu le doute sur votre cerveau. Je vous donne l'exemple. Avec mon mari, on était à l'aéroport pour partir ici à La Réunion. Et ben, il s'avère que les compagnies aériennes vendent un peu plus de billets que de places. Et on se retrouve 6 personnes à attendre s'il y a 6 places qui restent ou pas. Mais ils le savaient déjà qu'il n'y en avait pas. À ce moment-là, je peux vous dire le stress, l'angoisse, la contrainte, et puis de me dire, mais pourquoi ils font ça? Et puis de vouloir gueuler sur la compagnie aérienne qui avait fait ça. Et puis à un moment donné, et ça, je vous propose vraiment de le tester chez vous dans des situations où vous êtes vraiment émotionnel comme ça. À un moment donné, je me dis, et si c'était parfait? Je dis ça, je réfléchis pas là-dessus, hein, parce que votre cerveau va trouver 1000 raisons que ça soit pas parfait. Et si c'était parfait? Et rien que de dire ça, tout de suite, ben, j'étais beaucoup plus présente et du coup, on a commencé à s'amuser. On s'est dit, ben, on a du temps, on va prendre un verre. Et puis, après, il nous annonce que, premièrement, le vol qui suit est dans 1 heure, donc ça va, pas grand-chose. Et deuxièmement, la compagnie aérienne du deuxième vol était mieux voilà, que la première. Ben, c'était parfait. Est-ce que c'est nos têtes qui ont produit ça? On ne saura pas. Est-ce que c'est un outil qui marche? Ça marche à tous les coups. Donc, on arrête la réflexion. Et si c'était parfait et que pour l'instant, je ne le vois pas? Et puis, je regarde et puis on voit plus tard. Donc ça, c'est des situations qu'on n'a pas à résoudre tout seul. Donc au quotidien, des petits tracas qui peuvent nous arriver. Bon, des fois, des choses un peu plus importantes, mais des fois, il y a des problématiques devant lesquelles on se trouve et où tout seul, ça reste compliqué. Mhm, mhm, mhm. Et là, on doit aller sur le niveau suivant de confiance. C'est soi et les autres. Donc, je suis dans une situation où moi, j'ai pas les ressources. Est-ce que je sais aller chercher dans les relations autour de moi? Est-ce que je sais créer les relations qui me permettent de trouver des ressources? Alors, à votre avis, est-ce que les relations sont importantes pour nos cerveaux? Oui, déjà, j'entends la réponse. Il y a des gens qui peuvent se dire, moi, je suis introverti, c'est pas important pour moi. Regardez ce qu'ils ont fait dans les études. Là, c'est une étude, moi-même, je me suis dit, ah, ça y est, je comprends enfin pourquoi des fois je mange sans que j'ai faim. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont mis des gens, un groupe qui a été isolé pendant 10 heures, sans relation. Donc, pas de téléphone, pas d'interaction directe, pas d'équipe, personne n'a parlé, même pas de cahier pour écrire. 10 heures d'isolation. Et après, ils regardent ce qui se passe dans leur cerveau, qu'est-ce qui va activer leur cerveau après avoir eu un manque de relation. Donc, manque de relation,
naturellement, on voit un visage, notre cerveau se dit yeah, ça fait longtemps que je n'avais pas vu des visages, super. Et il s'active. À votre avis, est-ce qu'il va s'activer en voyant ça? Oui, des gens. On se dit mince, j'ai manqué 10 heures de relation. Là, je les vois. Bam, le cerveau, il est content. Est-ce qu'il va s'activer devant ça? Non. Ça, j'ai pas manqué de nature pendant 10 heures. Pas grave. Est-ce qu'il va s'activer devant ça? Ça marche à tous les Tellement. coups. Il s'ac- Après, on fait ça à chaque fois, pas loin de l'heure de là où il faut manger. Donc, bon. Là, ils se disent, ils sont où les burgers? Je sais pas si. Donc, conclusion de l'étude. Quand on manque de relations, pas seulement notre cerveau les cherche après, donc et ça, introverti ou extraverti, on a tous besoin de reconnecter avec des gens. Il y a juste un timing différent et une quantité de gens différents. Quand je suis introverti, j'ai besoin de moins de gens que quand je suis extraverti. Mais aussi, ça s'active devant la nourriture. Donc ça, c'est le moment où vous partez ouvrir le frigo. Vous n'avez pas faim, mais vous manquez plutôt de relations. Et donc, votre cerveau cherche à combler le vide. L'étude montre aussi que le même mécanisme qui est super important pour notre survie, donc la faim, la nourriture, sans nourriture on meurt, le même mécanisme est répliqué sur les relations. Nos cerveaux, sans relation, il y a une forme de mort aussi pour nos cerveaux. Donc, super, super important. En plus de ça, il y a l'étude, là je vais sauter un petit peu parce qu'on a beaucoup de temps, un peu de temps qui nous reste. L'étude la plus longue jamais faite chez l'être humain, il y a des gens qui la connaissent. Ils se posaient la question, c'est quoi le facteur numéro un de notre bonheur? Et ils ont étudié ça à partir de 1938. Ils ont suivi des gens à différents moments de leur vie, du très varié, plusieurs générations de chercheurs qui sont intéressés à leur santé et leur bonheur. Et en 2019, professeur Waudinger nous révèle la simple vérité. Il nous dit, à l'âge de 50 ans, c'est pas... Attendez, j'ai perdu ma phrase. À l'âge de 50 ans, c'est pas le taux de cholestérol qui peut prédire comment nous allons vieillir. À l'âge de 50 ans, ce qui prédit à quel point nous allons être en bonne santé à 80 ans, c'est la qualité des relations que nous avons créées. Donc, si à 50 ans, j'ai des relations de qualité, je vis plus longtemps et mieux. Et si à 50 ans, je ne suis pas trop content de mon entourage, je vis moins longtemps et je suis en mauvaise santé. Donc ça nous montre à quel point nous tous, on a besoin d'aller faire cet effort pour créer des relations. Par contre, c'est difficile, hein. Pour certains, c'est le jugement qui vous font le plus mal. Pour d'autres, c'est la critique. Pour d'autres, c'est le rejet. Le rejet, c'est une vraie douleur. Ça active la douleur dans le cerveau. Pour d'autres, c'est les conflits. Mais il y a une réponse à tout ça. Donc, comment je peux recréer du lien, notamment quand ça a été séparé, que ça ne marche pas. Il y a une réponse à tout ça. Et c'est un muscle cognitif que nous avons tous, que vous connaissez tous. Dites-moi comment ça s'appelle quand on se met à la place de l'autre et quand on arrive à extrapoler ce qu'il ressent, ce qu'il pense. L'empathie, exactement. L'empathie, c'est la colle sociale et on peut étudier ça en science. Donc l'empathie, dès qu'on la crée, il y a du lien qui se recrée. On n'est plus moi et toi ou moi contre toi, on devient nous. Donc quand il y a de l'empathie. Une étude scientifique super marrante, vous allez voir, surtout la deuxième partie de l'étude, elle est fascinante. On met les participants dans un scanner, comme ça. Une fois dans l'aimant, ils vont avoir une vidéo qui se projette devant leurs yeux. Une vidéo d'une main qui se fait piquer par une aiguille. Ce son-là que vous faites et que vous ressentez, c'est votre cerveau qui s'active dans la zone de la douleur. Donc, quand on voit quelqu'un souffrir, nos cerveaux souffrent avec. Ça, c'est le mécanisme classique de l'empathie. Maintenant, tout le monde a de l'empathie? J'adore. Toujours la même réponse. Là, vous venez de répondre à la question de est-ce que tout le monde utilise son empathie avec nous? En réalité, tout le monde a de l'empathie. Mais dans cette étude-là, ils se sont amusés de voir qu'est-ce qui se passe si on fait la même chose, sauf que cette fois-ci, sur la main, on va mettre une étiquette. Une simple étiquette qui sépare en différents groupes. La séparation peut se faire par rapport à l'âge, donc ma catégorie d'âge ou d'autres catégories d'âge. Ça peut se faire par rapport au sexe, la génération, le rôle, le département, la nationalité, la religion. On place une étiquette et chaque main, maintenant, elle est étiquetée. À votre avis, est-ce que nos cerveaux répondent de la même manière quand on voit une main avec une étiquette différente? Eh bien voilà. Une simple étiquette suffit pour inhiber la réponse subconsciente, hein, c'est même pas une réponse volontaire. Hein, c'est pas je décide de ne plus avoir de l'empathie pour cette personne. Ça va pas si loin. Dès que je vois que la personne ne fait pas partie du même groupe que moi,
mon cerveau décide, pas d'empathie, on n'est pas pareil. Donc on passe de quelqu'un comme moi à quelqu'un de différent. Et ça se fait de manière très rapide, hein. Dès que vous mettez une étiquette, oh non, il est arrogant. Et hop, le cerveau, il décide que plus besoin d'empathie, il est arrogant, c'est bon. Ça, il faut le savoir parce que voilà, l'empathie est naturelle, mais une simple étiquette l'interrompt. Ça peut être la personne qui ne connecte plus avec vous, elle a interrompu son empathie pour vous, ça peut être dans le sens opposé. Ça, ce mécanisme, il existe à l'intérieur de chacun de nous. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de se rendre compte que nous pouvons le recréer. Ça va dans le sens inconscient, j'ai mis une étiquette, mais nous pouvons aussi recréer du lien volontairement et consciemment. Dès que je me mets à chercher des choses qui nous ressemblent, ben, on recrée de l'empathie de manière volontaire. Vous pouvez tester, mais dès qu'on a ouais, t'as un chien toi aussi? Ah ben on est potes. Ah, tu joues au golf? Ah, ben, trop bien. Et j'aimerais bien que vous le testiez rapidement entre vous. On va faire l'expérience juste pour que vous voyez à quel point c'est facile et vous pouvez le faire rapidement. Soit vous la faites sur quelque chose de superficiel. Là, l'apparence. Bah, on a la même couleur, hein. Je suis pas, j'aime beaucoup le jaune. Dès que je vois quelqu'un en jaune, je dis ah, toi aussi tu aimes le jaune. Bam, ça connecte. Vous pouvez le faire sur les origines, les langues que vous parlez, les traditions culturelles, des choses que vous aimez, la musique que vous aimez. Bon, dès qu'on aime Britney Spears, ben on est pareil, hein. Les plats que vous aimez, pareil, ça marche très très bien. Sauf quand c'est au Nigeria, je pense qu'il y a un problème autour du riz. Comment il s'appelait? What was the name of the rice? Nigerian rice. Jollof rice. Là, il y a plein de personne n'est d'accord que le jollof rice le riz jollof est le même partout, donc on peut se fighter là-dessus. Bon, à La Mais Réunion avec les caries, c'est pareil, hein. c'est vrai, Ah oui. on aime beaucoup les plats d'ici, nous. On est comme vous. Ou sinon, vous pouvez aller à un niveau plus profond. Vous pouvez questionner votre voisin. Euh, c'est quoi une journée parfaite pour toi? Ou bien vous pouvez aller sur le fait de quoi tu es le plus reconnaissant dans ta vie. Ou bien vous pouvez aller sur la question, quelle est la plus grande réussite de ta vie? Dès qu'on répond à la même question, déjà, on crée une connexion plus profonde et on est sur la même chose. Je vous propose 2 minutes pour tester ça. 2 petites minutes. Vous choisissez sur quels critères vous allez chercher juste des ressemblances et soyez critique, hein. Moi, j'aime bien le côté de me dire non, mais ça marche pas sur des choses de superficielles. On a la même couleur des yeux, non, ça marche pas. Testez-le et vous allez voir. Notre cerveau, il est réceptif à des choses de similitude. Allez, 2 petites minutes et je vous arrête au bout de 2 minutes parce que c'est souvent des conversations qui ouvrent sur plus grand. Allez, c'est parti. Sur Internet, si vous avez des gens autour de vous, vous pouvez le faire. Donc, on est un petit peu là et on arrive sur le troisième niveau. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais sauter là? Hein? Je regarde ce que je peux sauter. Le dire. C'est pas très grave, hein, si c'est dur longtemps. Ok. Tu as raison. Là, je ne veux pas que on a commencé. On a commencé avec 2, 3 minutes de café. Ok. Ça s'appelle des gouttes d'inspiration sur la scène. C'est quoi un interne parce que c'est le dernier, ce sera un point plus grand comme moi. C'est certainement. Bien géré, tu vas là. En fait, j'avais l'impression que tu allé déjà plus loin que je super bien. Pas plus que dans le genre de situation. Non, ça c'est similaire. Moi, c'était aller acheter le jambon, mais j'arrive pas à faire. Tu vois.
Ça va, c'était bien? Vous devez... Pas de souci. OK, revenez par ici. Revenez par ici. Je crois qu'on les Donc, a perdus. c'est très difficile de récupérer après l'empathie. Là, ils sont partis dans le lien. Ah, on a un chauffeur de salle qui nous ramène tout le monde. Merci, monsieur. Génial, merci beaucoup. Bon, à chaque fois, ça le fait, hein, l'exercice sur l'empathie. À chaque fois, ils sont partis. Bon, ouais, ouais. Vous voyez, c'est ça l'empathie. Donc, si vous sentez que dans un groupe, ça manque un peu de peps, recréez de l'empathie. Ou si vous sentez que dans une relation, il y a de la froideur, cherchez de l'empathie même sur des choses très superficielles. Ça marche à tous les coups et pas besoin de grand-chose. Et dans un conflit, pour finir avec les conflits, donc l'empathie, c'est de l'amour cognitif. C'est quand votre cerveau se dit, toi et moi, nous ne sommes pas si différents que ça. Et ça, on peut toujours trouver des endroits de connexion. Imaginez demain, vous êtes vraiment contre quelqu'un parce qu'il n'est pas sur la même équipe de football. Ça arrive. Vous pouvez toujours chercher des niveaux plus élevés. Il y a un niveau humain qui nous unit tous. Ou les difficultés, ça nous unit tous, hein. Dès qu'on est le même problème, tout le monde. Moi, Covid, je le voyais vraiment comme un espoir pour l'humanité. Je me suis dit, ça y est, on est tous unis contre le Covid. Bon, ça n'a pas duré longtemps. On s'est tous désunis pour les contre les vaccins. Voilà, on s'est fait quand même séparer. Mais il y avait un bon démarrage au début. Les conflits, comment vous gérez ça? Très souvent, un conflit, c'est un état d'esprit moi contre toi. Et je viens te dire pourquoi moi ça va pas et pourquoi que tu fasses différemment. Sauf que l'autre, il a aucune raison de m'écouter parce que déjà, je me suis pas intéressée à lui. Il y a zéro empathie. Pourquoi il va m'écouter? Donc tout ce que je vais dire là, c'est inutile. Et puis je vais me dire, mais mince, ma capacité de persuader, elle n'est pas très bonne. Bah oui, quand il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'influence. Simple changement de posture. Moi et toi contre le problème. Donc, au lieu d'arriver en disant j'ai un problème, j'arrive, je dis comment ça va toi dans cette situation? Dis-moi plus, dis-moi plus, dis-moi plus. Ben, maintenant, je vais te dire de mon côté aussi, ça va pas. Mais je commence par l'autre parce que sinon, il y a pas d'égalité, il n'y a pas d'empathie. Donc, mon problème, c'est celui-ci, et il faut trouver un objectif commun. Donc, à partir du moment où on a un objectif commun, on veut avancer pour l'équipe, pour le projet, ou, je sais pas, pour passer un bon week-end à un amoureux, dès qu'on a un objectif commun, on peut se mettre ensemble à chercher des solutions pour cet objectif commun. Tant que vous n'avez pas d'objectif commun, il n'y a pas de persuasion. Si vous avez des ados et que vous voulez les persuader de faire des choses, je vois qu'il y a plus d'intérêt d'un coup. Les ados, c'est typique parce qu'il y a très peu d'empathie et souvent ils ne se sont pas compris, ils se sont isolés du monde, pas compris, etc. Donc là, typiquement, il faut chercher un objectif commun, sinon il y a peu d'influence ou pas. Bien, ben on a fini avec les relations. Je pense qu'il ne nous reste plus que ce niveau-là. Alors, ce niveau-là, oui, parce que bah, du coup, tu évoquais les petits soucis qu'on peut résoudre tout seul, ceux avec lesquels on a besoin un petit peu d'aide, et puis bah, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de prise. Et je reparle des étudiants qui sont là, mais bah, voilà, ils auront des examens bientôt. Nous, chacun de nous, on a peut-être voilà, des choses aussi qu'on vit au quotidien, et puis bah, j'allais dire la vie tout court. L'environnement n'est pas forcément toujours simple. Donc, comment est-ce qu'on peut bah, voilà, gérer aussi ça, des choses sur lesquelles on n'a pas de prise en fait. Il n'y a pas forcément de solution à avoir, mais peut-être juste la façon de mieux le vivre. Voilà, c'est très bien dit. En fait, j'aurais dû te laisser l'expliquer. Écoute. J'adore. Mais pas les amygdales. Attention, en français, on a des fautes de compréhension. Les amygdales, c'est ici. L'amygdale, elle est au centre du cerveau. Celle-ci, tout le monde l'a. D'accord. L'amygdale, c'est un organe émotionnel qui va scanner constamment l'environnement pour des dangers, surtout. Mais il s'active, elle, hein, je sais pas, c'est elle, l'amygdale? Je crois, oui. Elle s'active. En fait, on la connaît pas très bien, hein. Tu sais, tu la connais mieux que nous. Elle s'active aussi face aux incertitudes et face aux nouveautés aussi. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, elle se met en alerte. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là? C'est comme une alarme incendie. Donc imaginez vos têtes comme un immeuble dans lequel il y a bam, 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 il n'y a que ça qu'on entend. Ça, c'est le moment d'extrême débilité. À ce moment-là, quand vous essayez de parler, tout ce que vous allez dire, vous allez le regretter. Et puis, ça ne serait pas trop cohérent non plus. Mais c'est aussi le moment où on a vraiment envie d'expliquer ce qui se passe pour nous et en nous. Ben alors, c'est le moment, moi je vous conseille, silence total. On ne peut pas émotionnel et rationnel à la fois. Ce truc-là, il éteint le cortex préfrontal.
Donc, on n'a que l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est quoi? Je veux attaquer, éviter ou paralyser. Donc, moi, à la boulangerie, c'était plutôt la paralysie. Pour certains, c'est j'attaque. Bon, pour d'autres, c'est ils s'en vont. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Super technique. Rinpoché, c'est même pas lui qui l'a dit, c'est son papa qui lui a appris cette technique. Et il se dit, quand la panique est là, tu dis, bienvenue la panique, comment tu te sens aujourd'hui? Il y a pas à chercher à la comprendre, hein. Mais pourquoi tu es là, hein? Qu'est-ce que tu fais? Combien de temps tu restes? Non, non. Tu es là, je te reconnais. Et puis, vous pouvez focaliser aussi sur ce qui se passe parce que quand elle est là, le pire, c'est de résister en disant non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis d'essayer de. Vous savez, on a tous des gestuelles différentes, la bouche qui sèche, les mains qui tremblent, tout ça, prise de parole en public, vous l'avez vécu. Tout ça, bah, c'est accueillir. Vous ne pouvez pas le virer. Il n'y a pas de prise de parole en public sans stress. Pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas de prise de parole en public sans stress, il n'y a pas d'examen sans stress. Sinon, s'il n'y a pas de stress, on reste sur le canapé. Voilà, il y a pas de performance. Dès qu'on veut faire des choses qui nous dépassent, on veut faire des choses intéressantes, il y a du stress. Donc, on l'accueille. Moi, quand je suis sur scène, je ne suis pas seule. Il y a le stress, la panique. Bon, il y a plein de choses qui viennent avec moi. Mais elles sont accueillies, donc elles ne se battent pas pour leur existence. Ensuite, il y a quoi? Donc, rien que de le nommer l'émotion, ça baisse l'amygdale, ça se calme. Si l'émotion est chez l'autre, ne cherchez pas à être rationnel et le persuader. Pareil, vous lui faites nommer son émotion. Ben, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, c'est quoi? Et vous le laissez trouver le mot qui correspond et vous cherchez pas à, non, non, je dirais que c'est plutôt de la colère. Vous ne corrigez pas à ce niveau-là, hein. Il ressent ce qu'il ressent. Voilà, on laisse tranquille les gens. Maintenant, le stress. À votre avis, est-ce qu'il est bon ou mauvais? Sur Internet, pareil. Est-ce qu'il est bon ou mauvais? Vous mettez sur le chat. Ok. Ça devient de plus en plus nuancé. Je suis contente parce que pendant des années, tout le monde était formé, y inclut les médecins, à nous dire attention, le stress est mauvais, il faut surtout pas stresser. Alors, une étude super sympa qui est sortie, je ne sais pas si on a l'année. Ouais, on n'a pas l'année, mais elle est assez récente, cette étude. Ça, c'est la chercheuse de l'équipe qui a fait. Ils se sont dit qu'est-ce qui va se passer si, pour nos participants, on les fait juste lire un paragraphe sur les bénéfices du stress ou sur le côté négatif du stress? Qu'est-ce qui va se passer dans leur vécu après? Et vous savez quoi? Il suffit qu'on vous fasse lire trois, quatre phrases sur les bénéfices du stress. Et ensuite, dans une situation stressante, vous vivez les bénéfices du stress. Parce que le stress augmente la performance en soi. Le stress, c'est du cortisol qui vous met dans un état d'alerte et on est plus au taquet dans les muscles, on est plus tendu. Mais ça fait partie du stress, c'est son utilité. De vous mettre, quand vous êtes en train de procrastiner, ça fait longtemps, vous disiez, il fallait que je fasse ça, il fallait que je fasse ça, au dernier moment, mais il y a votre stress qui va vous mettre un cortisol et c'est là où vous vous dites, ah, mais là, je suis beaucoup plus productif. Qui ici qui aime travailler au dernier moment comme ça, là? Regardez autour de vous. Là, voilà, vous êtes tous vous adorez le cortisol. C'est ça. Maintenant, il suffit aussi de lire trois, quatre phrases sur le côté négatif du stress. Et il y a des choses qui affectent notre système nerveux, et surtout quand le stress est chronique. Il suffit de lire ça, ben pareil, on va bénéficier du côté négatif du stress. Donc, on va se mettre à. Moi, ma timidité, elle était construite sur une résistance au stress. Dès que je m'étais à parler, je me disais, non, mais tremble pas, ne parle pas comme ça, non, regarde là. Non, on ne peut pas. Il faut déjà accueillir les sensations du stress. Là, aujourd'hui, j'ai une technique que je vous invite à utiliser. Sur Internet, ça marche super bien pour les examens. Les sportifs de haut niveau, quand on leur pose la question avant une compétition, est-ce que vous êtes stressé? Ils disent non, je suis excité. Pourquoi ça marche? Parce que la biochimie des deux, les symptômes physiologiques des deux, c'est les mêmes. Ça fait battre le cœur, on respire différemment, on transpire, les mains moites. C'est les deux états. Mais il suffit que vous lisez votre situation en mode ah, je suis stressé, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais rater cet examen. Et vous allez le rater parce que vous êtes des créateurs, vous créez des choses. Et bah, dès que c'est décidé, ça se passe comme ça. Et il suffit juste de dire est-ce que je suis stressé ou je suis peut-être juste excité? Testez-le et vous allez voir comment ça va marcher. Voilà, ne me croyez pas sur parole, soyez les chercheurs qui vont tester ce qui marche pour vous. Un élément super intéressant aussi à se rendre compte, à votre avis, une émotion, ça dure combien de temps, biologiquement parlant? Là, on a 90 heures, 90 minutes ou 90 secondes. Ah, mais vous êtes des bons connaisseurs du cerveau, hein. 90 secondes. Mais alors, qu'est-ce qui fait que 10 ans après le divorce, on y est encore dans l'émotionnel?
Alors, à qui s'est déjà produit, euh, imaginez, qui s'est déjà produit la situation suivante. Vous pensez à quelque chose qui s'est produit dans le passé et vous commencez à vous sentir mal, là, ici, maintenant, tout de suite. À qui s'est déjà produit cette situation? Vous y pensez? C'est comme si notre cerveau se dit, mais recommençons, j'ai 1 heure avant le déjeuner, hein, pourquoi pas bien déprimé là? Hein. Ou à qui c'est déjà arrivé la situation suivante? Il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Mais vous commencez à y penser là maintenant d'un truc futur et vous mettez à stresser là maintenant. À qui c'est déjà arrivé ça? Là, le cerveau se dit, attends, pourquoi attendre le futur alors que là maintenant tout de suite on peut bien se mettre mal à l'aise. Ça, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Et donc, c'est super sympa de se rendre compte que une grande partie, moi j'ai même envie de dire plus de 90% de nos stress et nos angoisses sont imaginaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, mais ça nous donne aussi beaucoup de pouvoir à commencer à gérer cette imagerie mentale. Donc ça, on l'a vu, 90 secondes. Notre cerveau, c'est comme un cinéma interne. Sans vous rendre compte, il y a des DVD qui circulent. Mais c'est pas les meilleurs des DVD. Hein. Bien négativité, il va choisir le pire du passé et il va vous faire des films d'horreur du futur. Génial, hein, le cerveau. Donc, il ne faut pas laisser le DVD. Là, il faut de redevenir celui qui met les DVD. Donc, et ça, c'est possible. Hein. Si vous cultivez cet état d'esprit d'aller chercher ce que vous avez aimé dans la journée, dans l'année, de vous rappeler les bons souvenirs, bah, vous allez remplacer les DVD. C'est là où on a de la marge de manœuvre. Ou encore, moi, j'aime beaucoup cet outil qui nous permet de revenir dans le moment présent. Très simple à revenir dans le moment présent. Les 5 sens. Qu'est-ce que je vois? Donc, dès que je place le regard, je suis connecté à mon sens visuel. Je peux me connecter à mon sens auditif. Qu'est-ce que j'entends là? Je deviens présente à mon sens auditif. Qu'est-ce que je ressens? Ben, je ressens mon siège en dessous. Je peux toucher mon pantalon pour ressentir une sensation du tissu. Ou je peux encore, l'odorat, ça marche super bien. Vous êtes passé devant un magasin, un Sephora ou une autre marque. Ah. Ou bien le goût, dès qu'on est sur notre plat préféré, on oublie les gens, on est en dehors de la conversation, on est là, ici et maintenant. Donc, ça paraît à produire seul quand vous êtes dans une situation de stress. Sachez que soit vous êtes dans le passé, soit vous êtes dans le futur. Bah, au lieu de me fatiguer de mon cerveau, je le fais revenir ici et maintenant. Moi, avant une conférence, à chaque fois, je vais revenir, soit je me connecte avec les regards. Les gens, ils ne se rendent même pas compte, mais je suis en train d'activer mes outils de anti-stress grâce à eux. Et à chaque fois, hop, je place le regard, je regarde les gens, je peux utiliser la parole aussi, rentrer en communication, parce que déjà, ça me met dans le présent. Et à partir de là, ben, mon stress, il est en attente. Donc, tant que je suis là-dedans, ça marche. La respiration, on en a parlé. Donc, le stress, c'est imaginaire, mais ça se produit dans le corps. Ça finit par être dans le corps. Même si le film était imaginaire, bah, il y a une biochimie qui va se produire dans le corps et vous allez sentir des sensations différentes. Il y a des signatures des émotions. Donc, à vous d'aller apprendre à reconnaître la signature de votre stress. Plus vous le connaissez, plus vous êtes familière avec le stress, plus mieux ça se passe. Et puis, euh, pareil, pour sortir du stress, surtout quand il est chronique, sachez que votre système, il a été éduqué à aller chercher le stress comme l'émotion maison. C'est ma maison émotionnelle, ça devient le stress. Du coup, il faut que je réapprenne à mon système nerveux d'aller activer sa partie la pause déjeuner. C'est là où vous dites, ah, je suis pas focus, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est votre nerf vague qui a été activé par la pression des intestins vers l'arrière. Mais la même chose, vous n'avez pas, donc, ne prenez pas l'outil, c'est pas manger hein, l'outil. Parce que là, ça y est, on a promu le nouvel outil anti-stress, allez manger. Non, non, non. L'outil, c'est la respiration. Le même mouvement de gonflement qui gonfle dans le ventre, hein, parce que le stress, c'est une respiration en surface. Dès que je descends dans le ventre et je respire avec le ventre, j'active le nerf vague qui est derrière mes intestins. Ou bien, moi, j'adore le soupir physiologique. Donc, faisons ensemble pour voir si vous savez soupirer. On inspire. Ah. Sentez ce qui se passe. Oui, juste une inspiration suffit. Alors, quand vous êtes face à quelqu'un qui vous énerve, faites pas avec le bruit. Ok. Et on va finir avec. Ben, le stress, ça se passe dans la tête. Et une meilleure manière de gérer le stress, c'est de sortir de la tête. Donc,
Moi, j'ai une méthode très simple que j'ai décrite dans le livre. Ah oui, ça, je vous avais mis, mais je pense que vous avez cette méthode. Là, c'est une appli Respirolax Plus, je crois, gratuite pour la cohérence cardiaque. Voilà, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vous ont été indiquées cette semaine. Et donc, pour arrêter le stress, il faut sortir de la tête. Comment on fait ça? Une méthode toute simple qu'on va pratiquer tous ensemble. Alors, 4 étapes qui vont nous permettre de changer la biochimie dans le corps. Parce que je vous ai dit, le stress, c'est une empreinte, c'est une biochimie dans le corps. Nous, on veut devenir ceux qui transforment la biochimie du stress. Donc, transformer la biochimie pour nous mettre dans un autre état. La méthode SSS, c'est 4 étapes que nous allons faire ensemble. Vous allez tester, vérifier par vous-même si ça marche. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Mais si ça marche, voilà, ça devient une méthode. Moi, je l'utilise parfois avant un appel stressant ou avant une réunion ou bien avant une conférence. Mais je vais me cacher un petit peu parce qu'il y a quand même le corps qui se voit, donc je ne vais pas laisser les gens regarder ce que je fais. Donc, on se met toilette ou ailleurs et on fait la méthode. Alors, pour qu'on la fasse, il faut qu'on soit debout parce qu'on va utiliser le corps. Donc, je vous invite tous à vous lever. Sur Internet, pareil, vous pouvez vous lever. Je ne sais pas si on vous voit. Il y a des caméras allumées ou pas? Donc, ceux qui ont allumé la caméra, pareil, vous pouvez inspirer les autres en restant debout. J'imagine que les gens au fond de la salle ne me voient pas trop, mais vous inquiétez pas, je vais parler comme ça, vous allez voir ce qu'on fait. Et on commence par la première étape qui est le premier S. S pour secouer. Secouer, on va secouer les bras et les jambes comme si on voulait dégager, comme si on était, c'était mouillé, donc on voulait dégager cette eau. Voilà, on secoue bien comme il faut. Voilà, on secoue pourquoi? Parce que le stress, ça fait des tensions. Et donc, nous, on veut changer ces tensions musculaires déjà en premier. OK, super. Bien. Vous ressentez déjà ce qui se passe dans le corps. Pareil, vous étudiez votre corps. Deuxième étape, c'est S pour s'étirer. S'étirer, pourquoi? Parce que des fois, la boule dans le ventre, dans la gorge, on veut la faire bouger. Et pareil, on commence par s'étirer. J'ai un seul bras, donc on peut essayer de toucher le plafond. Allez-y, allez-y, allez-y au max. Vous pouvez bouger à droite et à gauche. Vous allez sentir, ça fait du bien. Normalement, hein. Et attention à votre dos. Moi, je suis pas responsable si vous faites mal au dos. Donc, bougez à droite, à gauche. Essayons de voir s'il y a des gens qui peuvent toucher le sol. Oh, pardon, j'ai tourné. J'ai parti vers la caméra. Pardon. Donc, on essaye de toucher le sol. On s'étire. On peut bouger le dos comme ça, là, dans les deux sens. Voilà, voilà, voilà. Sentez aussi comment ça va. Sachez que le stress, parfois, ça fait des dos très tendus. Avec des exercices comme ça, ça commence déjà à bouger. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti déjà la biochimie qui ne nous correspondait pas. On a libéré de la place dans le corps. Maintenant, on veut recharger avec une nouvelle biochimie différente qui ne correspond pas au stress et qui est censée vous faire du bien. Alors, troisième S, c'est pour sautiller. Version rapide. Enfin, vous êtes devant une réunion, vous allez partir aux toilettes, vous sautez sur place. Ça, c'est la version rapide. Vous n'avez pas besoin de faire longtemps. Version longue, celle qu'on va faire ce soir, ça va durer 40 secondes. Et on va sautiller dans le rythme d'une musique. Alors, je sais que certaines vont rien voir de ce que je fais, mais ceux qui veulent, vous allez essayer de faire la chorégraphie de maître danseuse devant. Diane, elle va la faire avec moi. Vous pouvez nous imiter, mais vous pouvez aussi faire à votre sauce. Il n'y a pas de souci. Il y aura de la musique qui, pour certaines, peut-être va pas vous plaire. Et c'est OK. Parce que c'est moi qui l'ai choisi, pas vous. Donc, on va mettre la musique. Vous bougez, vous dansez comme vous souhaitez ou vous sautiez sur place juste pour changer la biochimie. Et c'est parti. Allez, on lance en espérant vraiment que ça marche. Et on peut augmenter un peu le son ou pas? Attendez, on va la faire bien cette étape-là. Ah, ça s'est déconnecté. C'est pas grave. On va faire avec un son pas parfait, assez métallique. Donc, au fond de la salle, vous n'allez même pas l'entendre. OK. Ah, là, c'était bien. Vous êtes prêts? Et c'est parti. Est-ce que ça va partir là? Yes. Allez, on fait comme ça.
Attendez, restez debout, restez debout. On a oublié la quatrième étape, hein. Déjà, comment ça va dans le corps? Ce qu'on a fait, c'est que on a retiré la mauvaise énergie, on a rechargé avec une biochimie de la joie ou de la danse. Quand vous le faites sur une musique que vous aimez bien, ça marche mieux que sur une musique que vous aimez moins bien. Et à la fin, on recharge avec une biochimie de la célébration. Alors, Elle s'est donnée à fond. c'est pour laisser faire les photos. Célébration, la chose la plus simple à faire. Yes, yes, yes. Vous pouvez retrouver votre geste en temps normal. Celui-ci marche à tous les coups. Donc, moi, je vous propose qu'on le fasse ensemble. À trois, on va tous faire yes, yes, yes. Ça vous va? Allez, on va essayer. Un, deux, trois. Yes, yes, yes! Bravo à vous! Applaudissements. Magnifique, magnifique, magnifique. Vous pouvez vous asseoir pour la petite phrase de conclusion. Je vous promets, il n'y a plus, on a dépassé largement le temps. J'espère que ça vous a plu. Donc, juste pour conclure, vous avez vu la neuro-excellence, ça ne dépend pas de l'extérieur. C'est une attitude qu'on peut activer dans tout type de situation. Et à chaque fois, quand on l'active, on augmente le temps de joie, on diminue le temps de souffrance. La neuro-excellence, c'est quand on se rend compte que dans la vie, il n'y a rien à gagner. La vie, c'est juste une suite d'expériences qui sont là pour nous faire grandir et pour lesquelles on a besoin de s'unir pour le traverser. La neuro-excellence, c'est quand on se rend compte que la vie est belle dans toute situation et qu'il y a de la beauté aussi dans la difficulté. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup, Biliana, pour toute cette énergie. Et je pense qu'on était venu pour mieux comprendre le cerveau et se sentir mieux. Moi, je pense que le sentir mieux, alors mieux comprendre le cerveau, je sais pas, mais en tout cas, se sentir mieux, je pense que c'est partagé. Merci beaucoup pour cet exposé qui était très clair et qui est très engageant. Surtout aussi dans tout ce que tu proposes. Alors, je pense qu'on va peut-être s'accorder 10-15 minutes peut-être pour des questions. Ouais. Donc, est-ce que éventuellement il y a des questions dans la salle, des questions en ligne? Vous pouvez également les poser. Alors, on a une première question ici. Hop, je vais prendre le micro. Merci. Hop là. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est bon. Si, ça marche. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup. Vous dansez très très bien. Et, voilà, hein, coach de la danse également. Bon. Je voulais savoir, vous avez dit tout à l'heure que pour le cerveau, tout était possible. Alors, quel que soit l'âge également. Alors, ça, c'est une super question. Quel que soit l'âge, oui, parce que le cerveau, il peut apprendre à tout âge jusqu'à la fin de nos vies. On peut lui recréer des nouvelles compétences, des nouvelles pensées. C'est un outil magnifique qui nous est donné. Et quand on le met dans cette dynamique d'apprentissage constant, peu importe l'âge, on peut. Bien sûr, avec l'âge, bon, il y a les maladies qui arrivent, neurodégénératives, donc là, il y a moins de potentialité. Euh,
il y a également le temps qui commence à être réduit. Donc, si à l'âge de, imaginons, je sais pas, 50 ans, je me dis que je veux devenir astronaute, ça risque de ne pas coller, tu vois. Et donc, il y a l'âge, il y a le corps aussi qui peut nous limiter. Mais en réalité, la création de nouvelles connexions, elle continue. Il faut juste l'adapter au contexte et à ce qu'on vit. Euh, Moi, je l'ai déjà vu avec des gens qui se mettent à travailler sur eux, euh, qui font ce qui les inspire, et même à âge avancé, ils deviennent mieux que ce qu'ils étaient avant. On peut être à un âge plus avancé, être plus performant qu'un adolescent ou un jeune. Parce que c'est notre manière d'utiliser nos ressources qui fera de nous des gens qui performent bien ou des gens qui se laissent dans les mécanismes de paresse, de survie, de négativité. Donc, c'est vraiment pas l'âge qui détermine. Parfois, il y a aussi le côté émotionnel. Euh, Moi, parfois, je regarde la personne et je me dis, bon, bah, elle a 50 ans, mais son âge émotionnel est resté à 5. Et ça arrive. Ce sont des gens typiquement très réactifs. Bah, vous les voyez, ils sont très âgés, mais le cerveau, il n'a pas appris à gérer ces choses-là, donc ils se comportent comme à 5-6 ans. Donc voilà. Mais vraiment un super espoir pour nous. À tout instant, on peut retravailler nos schémas de pensée, nos blocages. Merci. Donc, a priori, c'est une préoccupation commune puisque sur Internet, on avait exactement la même question. Génial. Alors, ici, je vous en prie. Quel conseil quand on a les pensées qui partent en arborescence? Déjà, une chose rassurante, c'est que notre pensée, de manière naturelle, réfléchit en arborescence. Elle part sur une idée et il y a des idées qui ressortent. Ça, c'est un processus normal. Et pour tu as dit qu'il y a beaucoup d'étudiants sur Internet. L'apprentissage, moi, je trouve qu'un outil d'apprentissage magnifique, c'est les cartes mentaux. Donc, c'est une carte qui part en arborescence. Mes conférences, ça ressemble à ça. Si je connaissais ça, je l'aurais fait à l'école parce que je n'arrivais pas à retenir. J'avais une mémoire très mauvaise. Vous tapez sur Internet carte mentale et vous allez tomber sur ce type de schéma où on peut structurer nos idées en mode on part d'une idée, ça fait des arborescences, on part de chaque arborescence, ça recrée. Maintenant, il y a des gens qui ont un peu plus ce mécanisme de manière plus accélérée, je dirais. Il y a des personnalités qui sont très créatives. La créativité, elle passe par une phase de chaos qui crée des arborescences comme ça très rapidement. Et donc, des fois, on se retrouve face à la personne, elle a parlé de ça, elle est passée à ça, elle est passée à ça. Dans sa tête, ça part comme du popcorn, très rapidement. Ce type de personnalité doivent apprendre à gérer ce mécanisme qui leur appartient et qui leur donne la capacité d'être créative, mais qui leur prend le côté focus. La pensée focus n'a pas la même qualité que la pensée créative. Focus, c'est une chose et j'y vais. Créatif, c'est on réfléchit à toutes les possibles. Donc, on ne peut pas exiger de faire les deux dans le même canal. Je peux, pendant quelques temps, être créatif et après me dire, oh, maintenant, tu choisis un truc. Donc, je peux guider ma pensée créative à réduire les options à un moment donné, ne pas la laisser à faire ça toute la journée, mais de temps en temps, je m'arrête et je dis, OK, qu'est-ce qui était le plus important de ce que j'ai dit? Et hop, je choisis une idée, comme ça sélectionne. Il faut qu'on la gère parce que sinon, on devient un peu fatigant quand on parle avec quelqu'un. Si ça part sur tous les axes, on fatigue la personne et puis nous-mêmes, on se perd, l'autre se perd aussi. Donc, c'est apprendre. Il marche moins bien. OK. Ouais, là, Voilà. En fait, vous m'en entendiez pas jusqu'ici. Vous avez une super conférence, un mode silencieux. Génial. Alors, Donc voilà, je ne sais pas si ça... C'est bon? ouais. Super. Alors, en ligne, on a Lucie qui nous pose cette question, enfin, qui te pose cette question-là. Pourquoi sur certains sujets, je n'agis pas alors que je l'ai mis dans mes objectifs prioritaires? Comment est-ce que je peux agir sur mon cerveau pour y arriver? OK. Alors, c'est pas assez connecté avec tes valeurs, Lucie. Lucie, elle me voit par là, c'est ça? Euh, on fait les choses... Notre cerveau est intelligent et il fait les choses qui l'intéressent. Et chacun de nous a un système de valeurs qui lui appartient. Pour certains, la famille est très importante. Pour d'autres, elle ne l'est pas. Et donc, ne vous accusez pas si c'est votre cas. Vous n'êtes pas des êtres moins bien. On est juste des systèmes de valeurs différentes. Pour certains, le côté beauté, ça peut passer à un haut. Pour d'autres, c'est le dépassement de soi. Plus on connaît nos valeurs, plus on peut associer nos objectifs avec nos valeurs. Et c'est ça qui déclenche de la motivation. Lucie, je vais te donner un exemple de moi qui essayais de se motiver à aller courir. Je déteste courir. Je me suis dit, et là, je connaissais par contre mon système de valeurs. Et je me suis dit, pour moi, la connexion aux autres est très importante. Ça me donne beaucoup d'énergie quand je connecte avec les gens. Et je me suis dit, comment je peux relier la course à pied, à Paris en plus de ça, avec la connexion aux autres. Et c'est là où j'ai découvert mes outils là que vous les avez faits. Le regard, le sourire et le high five, la taper des mains. J'ai commencé à les pratiquer dans ma course à pied.
Et c'était excellent. Au début, je me disais, ah, mais en fait, est-ce que ça va marcher? Les gens, ils regardent pas. Mais dès que je recevais un regard, ça me donnait de l'énergie. Et du coup, hop, je me mettais à courir 10 minutes de plus. Après, je l'ai fait avec le sourire. Et là, c'était encore mieux. Dès que j'ai un sourire de quelqu'un, ça me redonne de l'énergie pour 20-30 minutes de plus de course. J'ai testé aussi le high five. Lui, il est un peu, il est un peu risqué parce que les gens, ils pas quand tu cours et tu tiens la main comme ça face à eux. Ils savent pas ce qui se passe. Mais en tout cas, ça marchait à chaque fois. Donc, pour toi, regarde quel est l'objectif que tu veux faire et qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie et relie-les. Sois créatif pour les relier, pour que ça puisse te donner de l'énergie parce que sinon, tu vas manquer d'énergie. Tu peux aller récupérer l'énergie ailleurs, hein. Tu peux passer des bons moments avec des gens. Quand tu as une énergie haute, naturellement, tu tiendras un peu, mais tu tiendras jamais aussi longtemps dans la durée que si tu as relié ça avec ton système de valeurs. Alors, on va continuer avec les questions en ligne. Et après, juste après, on passe à la vôtre, ou quoique, on va alterner. Je vais venir jusqu'au fond. Moi, je vais continuer la danse. Tenez. Bonsoir. Bonsoir. Alors bon, ça plombe un peu l'ambiance, mais Produire, mais de manière, on espère en tout cas que c'est plus rare. Mais sachez que le décès, donc la fin de quelque chose, vous le vivez aussi dans les projets, dans les relations. Il y a partout un décès quelque part. Quand il y a quelque chose qui s'arrête, nos cerveaux vont vivre un mécanisme similaire. Et donc, des fois, on se retrouve avec beaucoup de choses comme ça à gérer en interne. Et du coup, beaucoup de pertes perçues. Alors, je reviens peut-être à l'exemple qui est le plus dur, c'est rappelez-vous, donc on ne cherche pas à enlever les souffrances, on ne peut pas ne pas souffrir quand on a tenu à quelque chose, un projet, une personne, on ne peut pas ne pas souffrir, on ne va pas chercher à ne pas souffrir parce qu'on est des humains. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de réduire le temps de souffrance. C'est la seule dimension sur laquelle on peut jouer. On peut la réduire. Alors, si notre cerveau n'est pas assez travaillé, il vaut mieux quand même qu'on se donne le droit de souffrir et qu'on soit présente pour cette souffrance. Si tu veux, dans la courbe du changement, au début, tu vas passer par tristesse et colère, et très souvent, on va boucler tristesse et colère avant de passer à l'acceptation, qui est l'étape qui nous sort de la souffrance. Dans l'acceptation, à chaque fois que vous arrivez à accéder à l'acceptation rapidement, vous avez transformé la situation, elle n'est plus un problème pour vous. Ça ne veut pas dire que je ne tiens pas à la personne qui est décédée. Ça veut dire que j'ai trouvé des nouvelles formes sous lesquelles je sens ma connexion à cette personne. Donc, tout ce que mon cerveau a perçu comme une perte, je ne vais plus jamais la voir, plus jamais voir son visage, plus jamais vivre ce qu'on vivait ensemble. Si j'aide mon cerveau à voir sous quelle nouvelle forme je vais vivre ces choses-là, c'est un exercice un peu complexe, hein. Quand on n'a pas travaillé sur soi, on n'a jamais vu l'exercice marcher, c'est un peu difficile de le faire. Mais parfois, ça vaut le coup de se dire, je lâche prise, je verrai dans quoi je retrouverai la personne. Euh, Moi, j'avais vécu ça avec une amie qui est décédée à 39 ans et c'était, bon, pendant longtemps, on est en mode, mais pourquoi elle, pourquoi à cet âge-là, pourquoi? Tant qu'on est dans ça, on est dans la tristesse et colère. Donc, on n'est pas sorti de l'affaire. Ça lui fait pas du bien à elle, ça ne fait pas du bien à nous. Donc, personne gagne. Notre amie avait la tonalité de la voix que je trouvais avec elle. Des moments de type de conversation que j'avais eu avec elle, je les avais avec d'autres personnes. Et en fait, plus je vois ces éléments présents dans ma vie, plus j'ai l'impression que la personne, elle est encore plus présente. Parce que j'ai pas besoin de son corps, de son corps physique pour que je la ressente. J'ai besoin juste de la chercher, de penser à elle pour qu'elle soit avec moi. Et donc, plus vite on arrive à faire ce changement de perception, plus vite le décès n'est plus un décès, parce qu'en quelque sorte, je sais pas, il y a peut-être des dimensions qui se chevauchent, j'en sais rien. Mais en tout cas, le plus important, c'est moi, est-ce que je me sens connectée à la personne, malgré le fait qu'elle n'est plus là. Et voilà, de transformer la forme et d'aller la voir chez d'autres personnes. Est-ce que ça répond à la question? Super. Merci. Et du coup, une dernière question d'Internet, donc avec Cédric. Donc là, c'est une question un peu plus technique et qui nous demande si tu peux nous dire quelque chose du neurofeedback dynamique. Oh. Moi, j'ai pas tout compris perso, hein. Alors, Cédric, c'est ça? Cédric. Cédric, il est possible que tu connais mieux que moi. Je le dis en amont.
Euh, Moi, ce que j'ai vécu, c'est dans une étude. Donc, neurofeedback, c'est quoi? Je vais vous dire ce que moi je connais, hein, parce qu'il y a des approches que je n'ai pas expérimentées, donc je suis pas. Vous pouvez vous renseigner mieux que moi. Euh, un jour, j'étais dans une étude, j'étais très curieuse de vivre cette étude, où on m'a dit c'est une étude de neurofeedback, et après, on m'a pas dit plus que ça. Donc, j'arrive, j'ai un écran devant moi, comme dans toutes les études, on a souvent une tâche à faire sur l'ordi. On me met des électrodes sur la tête, 64 électrodes qui sont connectés avec un appareil qui lit les signaux de ma tête. Et on me montre sur l'écran un point que je vais devoir mettre dans une cible, sans toucher à la souris, sans toucher à aucun bouton, sans bouger mon corps, juste avec la pensée, juste avec le signal qui vient de ma tête. Je dois faire entrer le point dans la cible. Et à chaque fois que ma pensée arrive à faire ça, je reçois un signal sonore qui me dit: t'as réussi. Donc, ma stratégie mentale fait rentrer le point dans la cible, pam, un signal sonore, et ainsi de suite. À chaque fois que j'arrive à faire rentrer le point dans la cible avec ma pensée, signal sonore. Donc, ça éduque ma pensée à faire la chose qui marche pour faire entrer la cible. Dans notre étude, il n'y avait pas un sens médical. Je pense qu'ils font la même chose pour des gens qui sont dépendants à la caféine, des addictions à la drogue, qui, à chaque fois, quand il y a une pensée qui va vers le sens où j'ai envie de reprendre la drogue, ça signale pour eux qu'ils ont cette pensée pour qu'ils puissent la gérer. Donc, je pense que c'est utilisé plus dans ce sens quand il y a un état médical à gérer. Nous, c'était plus dans ce sens où ils nous poussaient à chercher les stratégies mentales qui marchent le mieux. Je pense que la suite de l'étude, elle est... Bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'en faisant cet exercice, à un moment donné, on apprend à affiner notre pensée, à amener de la clarté dans la pensée, à amener de l'émotionnel, parce que ce sont des éléments qui marchent pour ce type d'exercice. Mais c'est le plus important, c'est que tu apprends à reconnaître ta pensée. Moi, je pense que tout ce que je vous ai raconté, ce sont des éléments d'observation de soi, et ça serait à vous de faire le neurofeedback de vous-même. C'est-à-dire que dès que je sens que mon énergie descend, je me fais le neurofeedback, je me fais le signal sonore pour que mon énergie est basse, il faut que je fasse quelque chose. Dès que je sens que je suis dans un état émotionnel, signal sonore, je fais mon neurofeedback pour éduquer mon cerveau à identifier les éléments que je peux maîtriser. Et ensuite, je me fais neurofeedback pour dire quel outil je vais tester. Et ensuite, je regarde si l'outil marche à ce moment-là sur moi, parce que certains outils vont marcher de temps en temps, certains ne vont pas du tout marcher, d'autres, pour certains, vont marcher super bien tout le temps. Et donc, à moi de trouver comment faire marcher mes outils et identifier les situations dans lesquelles je les fais marcher. Donc ça, c'est beaucoup mieux et c'est vraiment des outils à faire. Maintenant, je ne sais pas si toi, tu as testé le neurofeedback, ça aurait été intéressant si tu étais dans la salle de nous partager un peu. Mais si c'est quelque chose qui marche pour toi, continue à l'utiliser. Tu vois, si c'est pour ce que tu veux obtenir comme résultat, tu sens que ça t'amène plus proche de ton résultat, bah, c'est que ton cerveau, ça lui correspond et donc tu peux y aller. Il n'y a pas de danger. Eh ben, merci beaucoup, Bignana. On va s'arrêter là pour ce soir. Donc, il y a encore pas mal de questions qui arrivent, mais du coup, on transmettra à l'ensemble des participants, aussi bien web que dans la salle, le lien vers l'après-conférence. Voilà. Donc, ceux qui sont sur place, vous pouvez scanner le QR code. Sinon, on renverra du coup le lien à l'ensemble des participants. Donc, ça vous permettra de donner un petit avis sur ce que vous avez vécu et poser les questions que vous n'auriez pas encore eu le temps de poser. Voilà, donc si vous posez une question et vous voulez une réponse, mettez-moi l'adresse email pour que je puisse répondre. Parce qu'on a beau être connecté, mais voilà, on n'a pas encore la télétransmission de tête à tête. Concernant du coup l'ouvrage de Liliana, donc sans vouloir faire de pub, en tout cas, je peux vous assurer qu'il est disponible donc à la librairie Gérard. Voilà, qui m'a informé ce matin qu'il était là, qu'il pouvait, voilà, que les gens intéressés pouvaient l'acheter. Non, vous pourrez le trouver aussi sur les plateformes et également en version PDF. Voilà, aussi bien chez l'éditeur Duno que chez les autres plateformes. Et donc, sachez qu'à chaque fois, j'ai fait en sorte pour qu'il y ait un concept neuroscientifique très simplifié, mais surtout qu'on termine sur un outil. Donc, maintenant que j'ai compris ça, je fais quoi en fait dans mon quotidien? Donc, à la fin de chaque chapitre, il y a ça, et puis ça se lit assez facilement, des petits chapitres. Vous n'avez pas besoin de tout lire, juste vous trouvez ce qui marche pour vous. Tout à fait. Et pour vous partager mon expérience, moi, ça fait 3 jours du coup que je la suis et ça marche. Elle a Et réussi. ça marche. Tout ce qu'elle raconte, ça marche. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester et à trouver ce qui fonctionne pour vous et à retester. Parce que ben, on change, on évolue et tout ne marche pas tout le temps.
Et moi, j'aimerais bien qu'on termine avec des applaudissements pour Diane qui a réussi à me suivre, qui a préparé tout ça pour moi et qui a rendu ça possible pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diane. Eh bien, écoutez, merci beaucoup encore de votre présence. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas quoi faire sur les 2 prochains jours, donc on a demain un forum de la respiration. Donc, ici en présentiel, il me semble que la majorité des groupes sont pleins. Par contre, on a plein d'ateliers en visio de 9 heures à 18 heures où là, vous pouvez du coup y participer librement. Donc, il y a juste à vous inscrire, on vous renverra le lien. Donc, n'hésitez pas. Et samedi, pour ceux qui ont envie de faire bouger et le corps et leur respiration, on se retrouve pareil, si possible, sur inscription. Donc sur le site respiron.re, donc dans la forêt de l'étang salé, à partir de 8h30 pour découvrir la marche afghane, donc une marche couplée à la respiration et qui permet donc de marcher plus longtemps, de se faire du bien et de reprendre une activité physique tranquillement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Biliana, et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tous.